depuis quelques temps, notamment en ce début de l'année 2025, année électorale avec la présidentielle qui devrait se tenir au mois d'octobre prochain. Des partis politiques évoquent encore une modification du code électoral qui serait un élément fondamental pour une victoire finale face au candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, qui est le parti actuellement au pouvoir. Comment considérer cette démarche aujourd'hui? Les partis politiques se sont rassemblés à cela quelques jours ici à Yaoundé pour faire à nouveau des propositions après celles déjà réalisées par le G7, par un regroupement d'une quinzaine de partis politiques également de la société civile, qui attend de ces partis politiques-là une modification de la Constitution. Le chef de l'État a-t-il ou pas été saisi? La réponse donnée à la présidente nationale de l'UDC a laissé croire que le président n'avait jamais reçu copie de quelques éléments relatifs à une modification de la Constitution. À ce jour, peut-on encore évoquer la modification de la Constitution à quelques mois de la présidentielle? Est-ce que c'est une démarche opportune? Est-ce qu'elle peut être pertinente? Est-elle seulement fantaisiste pour ceux qui veulent tenir des discours? Nos invités ce soir vont nous permettre justement d'avoir un peu plus d'idées là-dessus, ce qu'ils pensent de cette revendication de la modification du code électoral. Pour en parler, nous recevons Samuel Guilon, il est le président national du mouvement réformateur. Il est sur ce plateau et ce n'est pas la première fois. On est juste content de le recevoir. Le président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Zanzagzé. Merci une fois de plus pour l'invitation. Je suis heureux d'être là et peut-être que si vous me permettez, je vais faire un petit rectificatif sur votre propos. Non, la modification du code électoral, ce n'est pas pour, forcément pour gagner. La modification du code électoral, c'est pour garantir la paix et l'unité dans le pays. Parce que lorsque les élections sont contestées, évidemment, on sait ce que ça fait. Donc, ce que nous avons, puisque vous avez parlé de la réunion... Et puisqu'on parlera justement en entrée de cette initiative, voilà. Vous avez rassemblé autour de vous quelques leaders des partis politiques et autres, il y a de cela quelques jours, pour évoquer justement le code électoral. Il s'agissait de quoi exactement? Bon, écoutez, mais là, par contre, vous l'avez très bien expliqué. Nous avons une situation où nous sortons quand même d'une élection présidentielle en 2018 qui était fortement contestée. Je pense qu'avec des Camerounais qui ont été emprisonnés à la suite de cette élection. Vous avez l'organe en charge des élections, ELECAM, qui a fait depuis un certain nombre de temps des propositions pour modifier le code électoral. Vous avez la commission d'observation des élections de l'UA qui a fait des propositions pour la modification du code électoral. Vous avez des partis politiques et les organisations de la société civile qui ont demandé la modification du code électoral. La question est simple. Pourquoi on ne modifie pas le code électoral? Sachant que, par ailleurs qu'en 2012, ce code électoral a pratiquement été imposé à l'ensemble de la classe politique par le RDPC, puisque au moment du vote de ce code, tous les autres partis, y compris les partis alliés au RDPC, sont sortis de la salle. Donc c'est le RDPC qui a voté cette décision. La question, c'est de savoir, est-ce que les gens ont demandé la modification de la Constitution par fantaisie ou bien c'est une nécessité? Nous disons que c'est une nécessité parce qu'effectivement, lorsque vous avez une élection qui est contestable ou bien qui est contestée, évidemment, on sait comment ça s'est passé dans notre pays. Tous les Camerounais savent à peu près ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010 avec l'élection contestée entre le président Gbagbo et le président Alassane Ouattara. On voit ce que ça fait. C'était des drames, c'est des dizaines de milliers de morts. Vous comprenez? Donc, ce que nous disons, c'est que nous avons besoin qu'on modifie le code électoral avant d'aller à l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus important que la confiance. Vous savez, il n'y a rien de plus important que la confiance. Le plus important, ce n'est pas que tel gagne, mais le plus important, c'est qu'à un moment donné, tous les acteurs parlent d'une même voix et qu'on fasse tous confiance au processus électoral. Or, avec le code actuel, on sait que personne, tout au moins une large majorité de la classe politique, n'a pas confiance au système. Donc, c'est pour ça que nous avons fait ce travail. D'autant plus que nous avons eu le sentiment que le gouvernement et le RDPC étaient sourds aux supplications pratiquement de l'opposition. Et donc, nous nous sommes dit, on ne peut pas
rester seulement aux incantations. Il faut mener un certain nombre d'actions pour qu'effectivement le RDPC comprenne que la modification du code électoral est impérative dans ce pays. On va aller dans le fond. Pendant le programme, on reste encore dans les considérations de forme. Ouba Bakar, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Vous êtes de l'UDC, vous êtes d'ailleurs conseiller municipal et donc un élu sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. C'est avec un plaisir que je réponds toujours à votre invitation et j'ose croire que nous serions à la hauteur des attentes des téléspectateurs, pour toutes les explications qu'ils auront besoin. Pour la mise en bouche, c'est une préoccupation au sein de l'UDC, une modification du code électoral? Bien sûr que oui. Pourquoi comme l'a dit M. Bilan, quand nous réclamons à corps et à cri la modification du code électoral, ce n'est pas pour obligatoirement gagner. À l'UDC, nous voulons une élection apaisée et acceptée de tous. Une élection, comme ça se passe un peu partout ailleurs, où, au sortir des urnes, le vaincu peut appeler le vainqueur pour lui dire félicitations, sans attendre même le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on a besoin du code électoral pour cela? Oui, quand c'est accepté. On est gentlemen et qu'on sait que quand on va à une élection, c'est pour soit gagner, soit pour perdre. Oui, mais quand une élection est contestée, c'est un peu difficile d'accepter cela. Donc nous voulons une élection apaisée et acceptée de tous. Est-ce que ce n'est pas un travail qu'il faut faire dans la mentalité des uns et des autres, étant donné qu'une élection n'a jamais été parfaite à travers le monde? Bon, mais au Cameroun, c'est tellement bancal que c'est très difficile d'y arriver. Pourtant, vous avez des belles victoires au sein de l'UDC. Nous avons de belles victoires, mais on aurait eu plus que ça si les élections avaient été justes et transparentes. Par exemple, je prends le cas de la commune de Doumé il y a quelques années. Doumé? Oui, à l'Est. Dans la région de l'Est. Vous auriez pu gagner là-bas? On avait gagné. Ah bon? Oui. En quelle année? Je pense que c'était en 96, oui, en 96. Il y a eu la chasse à l'homme de l'Ouest dans la région après les élections. Doumé, c'est une cité cosmopolite. Voilà. Je crois que Madame le maire et les autres se battent pour que les uns et les autres se sentent bien à Doumé. Jusqu'à présent, il y a même eu un cas 96 qui a été fumé il n'y a pas longtemps. Dans le sud, à Ambam. À Ambam, l'UDC avait gagné. Tous les pontes du régime étaient descendus nuitamment, envahir la ville pour dire, ben écoutez, ça j'utilisais les termes du secrétaire à la communication du RDPC, le professeur Famdongo qui nous écoute. Il avait dit quoi? Il avait dit, on ne peut pas tolérer un intrus dans la cuisine du chef de l'État, que le Sud, c'est la cuisine de M. Biya. Et là, est-ce que c'est un problème du code électoral ou bien l'attitude de certains individus? Nous voulons un code électoral accepté de tous. D'accord. Avec un code électoral accepté de tous, les élections seront apaisées et les résultats ne seront pas contestés. D'accord. Bertrand Noah, bonsoir et bienvenue. Vous êtes secrétaire général du FDC, c'est ça? Secrétaire général. Oui, merci, monsieur Jean-Jacques. Merci de me faire honneur et de faire écouter la voix du Front des démocrates camerounais ce soir. C'est un plaisir de vous avoir. On a été habitué au président Denis Emilien Tongana. Merci, monsieur le secrétaire général, d'avoir trouvé un peu de temps pour venir participer à ce programme. Le président, à ce moment même, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que ma présence et la présence de beaucoup d'autres cadres du parti expliquent que tout n'est pas centralisé au niveau du président. Oui. Et à ce soir, je voudrais passer mes salutations à l'endroit des copanélistes qui sont là, à toute la famille politique du FDC qui est en train de suivre ce débat et à tous les milliers de spectateurs qui sont à l'écoute également. Le FDC, le président, est en train de travailler sur beaucoup de fronts en ce moment. Votre parti a fait la une depuis quelques jours. On a même appris à travers certains journaux, même si ça n'a pas été finalement confirmé, que le FDC était en train de vouloir investir ou avait investi Maurice Kamto finalement. Qu'en est-il? Vous savez, monsieur Jean-Jacques, on ne peut pas refuser que les gens parlent. On ne peut pas interdire aux gens de dire ce qu'ils peuvent dire. Mais tout ce qui se dit n'est pas forcément une vérité. C'est pour cela que beaucoup de choses partent dans tous les sens actuellement. Parce qu'il y a des informations qui sortent, qui jasent un peu de n'importe comment. Mais je pense que le président national Denis Emilien, il a eu à faire plus d'une fois des communiqués disant que le FDC
est ouvert. Il n'a pas refusé que X ou Y. Il n'a pas fait l'exception. Ça veut dire que si M. Jean-Jacques Zé se plaît ou bien il veut solliciter l'investiture FDC, je ne pense pas que nous allons vous refuser de ne pas nous affronter. Donc ce qui a été dit concernant Maurice Kamto n'est pas vrai. Maurice Kamto, je ne pense pas que c'est ça au fond de ça. Alors on va demander à la rédaction d'afficher quelques-unes des journaux, si on peut en trouver, qui parlaient justement de cette information-là. La dernière une est celle de il y a eu Afrique Hebdo. Le FDC propulse Maurice Kamto, c'est le titre choisi à au moins 3 unes qui parlaient justement de cette investiture. Et puis à la réaction de Mutation, qui est un peu plus d'actualité, c'est une interview du président de l'IMILI à Tongona, qui dit que des négociations sont en cours. Je pense que M. Jean-Jacques, c'est deux choses. Oui. Négociation en cours, lorsque quelqu'un dit qu'il est ouvert, n'est pas forcément dit que c'est une confirmation. Comment est-ce que nous pouvons dire que c'est une confirmation pendant que nous avons... Et je on est d'accord que vous dites que ce n'est pas une confirmation. Je voudrais dire ici que nous sommes à plusieurs demandes. Je ne sais pas pourquoi la situation avec le professeur devient... Est-ce qu'il y a quand même une demande du professeur? Bon, à ma connaissance, pas encore. Pas encore? Oui. Mais vous êtes ouvert? On est ouvert. Venez, c'est quoi? C'est le marché? Ce n'est pas que le marché. C'est la Constitution qui prévoit, ce n'est pas nous. Ce n'est pas vous dites que nous sommes prêts. Si quelqu'un veut solliciter, venez nous voir. Nous, au moins, la loi nous permet d'investir en candidat. Oui, le FDC vient depuis le 9 juillet 2018. Et vous savez à quel moment la Constitution a prévu ça. Donc, du moment où nous restons toujours dans la réglementation. À une époque, il y avait une quinzaine de partis politiques qui vous sollicitaient. Est-ce que le nombre a connu une croissance? Exactement. Vous êtes certainement au courant des gens qui nous consultent. Le nombre est plus que cela. Au fur et à mesure que le temps passe, le corps électoral dans bientôt sera convoqué et les gens veulent. Les gens veulent. Et à ce moment-là, le FDC n'a pas encore lui a dit quoi que ce soit. Vous êtes courtisé là, comme il y a de quoi. Il y a de quoi. C'est maintenant que... Le fruit du travail. Le fruit du travail, exactement. Je tiens à dire ici, M. Jean-Jacques, pour dire que l'information, je suis dans plusieurs groupes WhatsApp. C'est là où j'ai compris que les gens sont au courant des choses. Pourquoi? Parce que je me souviens en 2018, lorsque nous sortions quelque part de mon atelier, on était assis avec les gens. Qu'est-ce que les gens nous ont dit? Ils ont dit que vous partez vous engager sur un domaine que vous n'avez rien. Et vous savez l'attitude de nous les bêtis pour dénigrer les autres. Et quand vous regardez notre panneau des cadres du parti et tout, la moyenne d'âge est à peine 27 ans. Si vous prenez les gens qui dirigent le FDC. Donc, et voir ces gens-là, dont ils sont les non-aime, comme on les appelle, s'engager sur un terrain. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis très ravi de ce qu'au bout de 5 ans, parce que nous avons véritablement commencé à travailler en mi-année de 2019 pour aller vers les élections législatives et municipales de 2020. Vous voyez donc entre 2019, mi-2019 et février 2020, le travail a été tellement profond et sérieux qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons quelque chose qui donne la crédibilité à ce que nous sommes en train de faire. Et je parle devant les milliers de jeunes pour leur dire que c'est possible. Parce qu'au bout de quelques années, nous sommes en train de voir ce qui se passe. Et si nous continuons avec le travail, aujourd'hui, nous avons un conseiller. Demain, nous aurons des députés et des régionaux. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous êtes devenu un parti alloué, un parti Yango? J'ai dit tout à l'heure que... vous n'avez pas caché. J'ai dit tout à l'heure, M. Jean-Jacques. Venez nous voir. J'ai dit tout à l'heure... la signature. J'ai dit tout à l'heure, M. Jean-Jacques, vous ne pouvez pas empêcher les gens de ne pas dire des choses qui les plaisent. Si la Constitution ne prévoyait pas, comment le FDC allait se retrouver à dire qu'il est ouvert? Non, le FDC reste républicain, qui respecte les lois de la nation. C'est tout. Le reste des commentaires, je pense que c'est pour les gens qui ne travaillent pas que le travail doit être bien fait. Cyril Massing, directeur de publication, juriste internationaliste entre autres, analyste sociopolitique. Merci d'avoir accepté notre invitation pour la seconde fois. Cyril, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est un plaisir pour moi d'être à nouveau sur ce prestigieux plateau pour édifier les Camerounais sur des aspects
tant politique que juridique de la vie, de l'activité nationale en cette année entre guillemets charnière, une année électorale pour les Camerounais qui devront prendre leur destin en main et assumer leur devenir et leur avenir. Alors, est-ce qu'on taperait sur les doigts du FDC de dire qu'ils sont ouverts et que ceux qui sont dans les problèmes peuvent venir voir le FDC pour solliciter les investitures? Oui, dans cette communication, lorsqu'on va à l'analyse, dans le fond de cette communication, on a l'impression que ça donne l'image d'un parti politique, comment dire, mercantiliste, qui s'ouvre avec comme un comptoir pour tous ceux qui voudraient bien passer par les cachets et les signatures de l'organe politique principal de ce parti pour se faire investir, notamment à la prochaine élection présidentielle, celle prévue normalement, régulièrement en octobre prochain. Donc, s'il y a quand même un fond de sincérité dans la communication du FDC, du président Denis Emilien Atangana, il faut dire, Jean-Jacques Zé, que certains pourront s'aventurer de ce côté-là. Maintenant, dans les couloirs, est-ce que c'est une forme de location d'investiture, de vente d'investiture? Parce que par le passé, on a vu ce que ça donnait en 2018 avec le parti de Prosper Koumvondo, le professeur Univers, qui avait investi Cabral Libi à la présidentielle. Et à la fin, le dénouement n'était pas toujours heureux. Ça avait créé des divisions, des tensions au sein du parti. On avait évoqué, il y avait des passes d'armes, mais on avait évoqué des retombées économiques, financières très grandes. Et que le butin n'avait pas été sérieusement partagé. Ça a conduit à ce que nous avons vu en Mondovision. Donc aujourd'hui, je crois que pour un parti sérieux où se bat depuis des militants comme le secrétaire général M. Noah qui est sur ce plateau ce soir, le président Denis Emilien Atangana, pourquoi est-ce que les militants de la base et de la première de ce parti ne sont pas privilégiés pour postuler, pour être investi comme président? C'est vrai que le parti est une ouverture nationale, mais ça peut créer des frustrations à l'intérieur du parti, avec ce que vous avez toujours appris, les épisodes des transfuges. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui diront qu'on a travaillé depuis à la création du parti, à faire asseoir le parti, et aujourd'hui, parce que des gens viennent, peut-être ce sont eux qui paieront les cautions de 30 millions exigées par la loi à la candidature pour être investis. C'est aussi ça le débat de fond. Je pense qu'il y en a qui suivent des militants de base de ce parti-là, qui voudraient voir leurs compagnons de la première heure avec qui ils ont monté l'architecture politique du parti Jean-Jacques Zé. Alors, est-ce qu'à l'intérieur du parti, vous-même, vous pensez à une éventuelle candidature interne parce que vous faites plus de communication sur la possibilité que les autres ont à pouvoir venir bénéficier de votre mandat, de votre signature, mais on ne voit pas le FDC lui-même à l'intérieur essayer de monter ou de créer ces candidats, étant donné que chez vous là-bas, le président national n'est pas le candidat naturel. Bon, de toutes les façons, monsieur Jean-Jacques, je pense qu'il faut être sérieux. Nous voulons être sérieux avec vous. Et si nous devons être sérieux, il faut que nous soyons sincères envers nous. Alors, est-ce qu'il y a le président qui vous appelle pour vous donner quelques biscuits? On va gérer ce téléphone-là, il va peut-être vous souffler quelque chose. Mais comme il vous fait confiance, l'ONG, la cheville, allez-y. Je disais tantôt que, monsieur Jean-Jacques, les élections présidentielles, je dirais comme le président dit souvent, et c'est d'abord une expression qui est monnaie courante, ce n'est pas le voix bébé. Je peux bel et bien avoir envie, monsieur Jean-Jacques, de dire qu'au sein du FDC, je vais dire au président que je vais être candidat. C'est légitime. Mais est-ce que véritablement je peux être à la hauteur avec tout ce que cela comporte? Vous avez des doutes au sein de votre parti? Ce n'est pas que nous avons les doutes. C'est que la réalité que nous avons, moi particulièrement, si je dis que je vais être candidat, est-ce que je peux véritablement battre campagne de telle sorte qu'à partir de la caution jusqu'à tout ce qu'il faut, sur les 26 000 bureaux de vote, pratiquement 24 000 villages et quartiers que constitue le Cameroun, est-ce que véritablement, moi, Bertrand Noah, je peux le faire? Maintenant, loin de nous d'utiliser cela comme un marchandage. Non,
nous ne faisons pas ça. Et jusqu'ici, le FDC n'a pas encore donné son verdict parce que nous aussi, on peut finir d'étudier les candidatures et finalement, on trouve qu'il n'y a personne qui nous propose quelque chose de consistant. Et alors là, la commission qui est chargée d'étudier les dossiers trouve que ce n'est pas important et quelqu'un dans le parti prend la candidature. Et c'est ça. C'est quoi la base de cette étude? L'idéologie? Oh non, recherchez présentement, c'est encore, nous ne pouvons pas dire tout ce qui constitue l'étude de validation des candidatures. C'est comme les gens qui cherchent l'équipementier, là. C'est la commission qui fait les recommandations. Ils sont partis de Rouen à Fortune quand même. Il y a 13 pas d'estrade quand même. Alors, Bouba Boubacar, est-ce que ce genre de problème, vous ne les avez pas à l'UDC? Non. À l'UDC, nous n'avions pas ce problème. Nous ne sommes pas un parti en... J'utilise vos propos. Bon, vous voulez dire que le FDC est en location? C'est vous qui le dites. Non, non. Bon. À l'UDC, nous avions notre candidat naturel. Le test le dit, c'est le président national qui est candidat, mais ouvert aux négociations avec d'autres partis. Donc, il peut arriver que notre candidat, que le bureau national siège et ils se disent que non, nous allons soutenir tel candidat. Et nous le ferons. Mais déjà, à la base, nous avons notre candidat et présentement, l'honorable Toumani Damjoya est candidat de l'UDC pour l'élection présidentielle. Mais nous sommes ouverts aux négociations avec d'autres partis. Voilà la position actuelle de l'UDC. Est-ce que vous êtes prêt à accompagner quelqu'un d'autre en dehors de Mme Damjoya? Bien sûr que oui, on l'a souvent fait. Je pense que l'UDC, c'est l'un des rares partis à avoir accompagné des autres. Je prends le cas de la circonscription électorale du Vouri, où l'UDC a eu accompagné l'honorable Jean-Jacques Kindi à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi on ne le ferait pas? Là, on parle de la présidentielle. Là. À la présidentielle, nous sommes prêts à le faire. Il faudrait préalablement qu'il y ait des accords entre des partis. Déjà, pourquoi nous travaillons avec les autres partis? C'est justement pour aboutir à cela. Voilà. D'accord. On espérait avoir Mme Fatima Toubengono de la communication du RDPC. Elle ne nous a pas encore rejoint. On espère qu'elle va nous retrouver d'une minute à l'autre pour qu'on parle profondément de cette question, celle de la modification du code électoral qui revient au goût du jour. Quelques premières données ont été présentées par nos invités ici. Cyril Massing, sur l'opportunité, sur le réalisme et sur, j'allais dire, ce qualificatif qu'on a choisi, est-ce que c'est fantaisiste aujourd'hui d'évoquer encore la modification du code électoral? Jean-Jacques Zé, je crois que le code électoral d'avril 2012, qui a été modifié en décembre de la même année, est un instrument normatif. C'est une loi portant code électoral au Cameroun. Et les lois sont modifiables puisqu'elles sont faites par les hommes, par les parlementaires, et elles doivent s'adapter à l'évolution politique d'une société. C'est le cas au Cameroun. Je crois donc qu'en cette année, on a souvent l'impression que les années précédentes, l'année présidentielle, il y a moins d'ardeur, moins de clameur quant à la question de la modification du code électoral. C'est simplement une volonté politique des partis de l'opposition, même si ces dernières semaines, ces partis nous ont livré l'opposition de l'opposition, mais c'est de bonne guerre et de bon ton pour ces partis-là de demander aux Camerounais, au pouvoir public, à toute la classe politique d'ailleurs, d'initier un mouvement de réforme du code électoral. Pourquoi? Parce qu'en son sein, il y a des dispositions qui ne militent pas pour l'équité dans le processus électoral, dans la préparation du scrutin et même dans le rendu, c'est-à-dire la proclamation des résultats. Est-ce qu'on a de façon concrète ces éléments? Parce qu'on a quand même déjà reçu quelques leaders ici qui disent comme des slogans, il faut modifier la constitution, le code électoral. Oui, dans le fond, on ne vous dit pas exactement ce qui pourrait ou devrait être touché. Lorsqu'on vous dit uniquement que c'est le PVD-LECAM qui fait foi, oui. Vous savez que l'ECAM, dans son organisation et dans son fonctionnement, est une structure pas totalement autonome, de par la qualité même de la désignation de ceux qui dirigent cet organe d'organisation des élections au Cameroun. Encore que la structuration, la forme juridique même de l'ECAM questionne, avec comme un certain bicéphalisme. Vous avez le directeur général des élections, vous avez le président du conseil électoral. Ailleurs, vous n'avez qu'un seul responsable pour toute la structure.
Ça permet d'éviter des divergences ou alors des confusions, de la cacophonie en cas de proclamation des résultats. Même si c'est le Conseil constitutionnel qui va couronner tout cela plus tard. Donc, il y a cette disposition qui dit que le PV de l'ECAM fait foi, premièrement. Deuxièmement, si le fichier, le code électoral, il est assaini, nous n'aurons pas besoin d'attendre que Clément Tangana nous dise que c'est tel qui est le vainqueur. Le vaincu, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, saura déjà qu'il a perdu et il pourra appeler le vainqueur pour lui adresser ses vives félicitations. Ça se fait partout, en Côte d'Ivoire. Ça se fait à côté de nous. Mais nous avons l'impression que nous sommes encore en retard. Toujours pour les points saillants que l'opposition soulève, il y a Jean-Jacques Zé, c'est les inscriptions sont biométriques. Mais est-ce que le vote en lui-même est biométrique? C'est un problème. Les empreintes là, ça n'aide pas beaucoup dans la transparence, dans la garantie de l'indépendance de l'organe organisateur des élections. Il faut qu'on passe également à l'élection biométrique, au vote biométrique, pas seulement aux inscriptions. Également, il y a très peu de postes d'inscription dans la diaspora. C'est-à-dire que ça ne permet pas à tous les Camerounais de la diaspora de s'inscrire à temps. Et avec un agenda chargé qu'on connaît de l'autre côté, ça court beaucoup dans les rues européennes. Également, la vétusté des machines de l'ECAM. On a vu des postes... L'ECAM a annoncé oui, l'arrivée de nouveaux kits. Voilà. Oui, on a mené une étude, on a constaté qu'il y avait des postes d'enregistrement où on a enregistré à peine 3 Camerounais en 1 heure de temps. Vous comprenez un peu? Déjà que ça a été un challenge depuis l'année dernière de mobiliser les Camerounais, une Bayam Salam d'abandonner son compte. Mais là, on est dans les questions techniques qui ne relèvent pas fondamentalement du code électoral. Oui, Jean-Jacques. Il faut que l'ECAM s'équipe, il faut que dans le budget de l'ECAM, on ait des priorités pour permettre à ce que le matériel qu'il faut soit mobilisé. Mais là, ce n'est pas le code électoral pour en parler. Oui, Jean-Jacques, le code électoral, il y a bon nombre d'articles. C'est pour ça que vous avez vu la présidente de l'UDC qui a communiqué après la présentation, la cérémonie de présentation de vœux de nouvel homme président de la République, qu'un certain nombre de réformes avaient été entreprises et portées à son attention, même s'il n'a jamais reçu le document. C'est pour garantir, Jean-Jacques, comme je disais tout à l'heure, la transparence. Ces points sont connus. Il faudrait, ça participe de l'ouverture plus démocratique au jeu politique au Cameroun. Et ce n'est pas tous les partis quand même, hein, même s'il y a une plateforme actuellement qui travaille, je crois que c'est une plateforme constituée de 7 partis politiques, de la société civile et bien d'autres entités de la nation, et qui a, je crois, pour porte-parole toujours Madame le leader de l'UDC, maire de Fumban, et le président Bilong qui fait un excellent travail depuis quelque temps. Il faut dire que d'autres partis arrivent, ce n'est pas dans l'option vraiment d'assainir alors on est dans une question la loi électorale de timing pour interroger l'aspect réaliste de cette revendication aujourd'hui. Dans le timing actuel, est-ce qu'on peut obtenir une modification du code électoral? Non, je ne pense pas, puisque la session de mars, c'est vrai, elle arrive dans quelques semaines, elle va s'ouvrir à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est par là qu'il faut introduire, avec la volonté de la classe politique. Mais ici, vous avez cette obésité du RDPC à l'Assemblée nationale qui ne compte pas. Parce que le RDPC, de façon mécanique, non, s'oppose à une modification du code électoral. Vous savez que la politique partisane reste encore plus forte que la politique nationale. C'est-à-dire que ce sont les consignes de parti qui vont être respectées. Il suffit qu'une circulaire du secrétaire général du comité central du RDPC soit publiée et tous les députés issus de cette formation politique au pouvoir, au proche du pouvoir, ils vont s'aligner. Ils ne vont pas contredire Jean Kété ou le président national Paul Biya. Vous battez en brèche dans tout ce qui a été fait, partie de l'administration électorale qui gérait les élections, à ONEL 1, ONEL 2, pour l'ECAM aujourd'hui. Il y a quand même une évolution qui a été consentie par ceux qui sont au pouvoir et donc du RDPC. Mais il y a une évolution beaucoup plus organique, mais pas vraiment fonctionnelle. Parce que l'évolution, c'est quant à l'apport aux retombées. Est-ce que ça a permis aujourd'hui d'avoir des élections crédibles et transparentes? Non. Les revendications sont toujours permanentes. Elles sont là, on a encore vu en 2018. Même si
en face, ceux qui se revendiquaient d'une victoire n'ont pas pu démontrer techniquement, juridiquement, mais il y avait quand même à dire ça ne manquera pas. Des revendications, il y en aura toujours aussi, Cyril Massing. Il y en aura toujours. Le FDC a un langage un peu plus différent concernant le code électoral. On a eu l'impression que ce n'est pas une priorité pour le FDC. Monsieur Jean-Jacques dit que ce n'est pas... On ne peut pas être d'accord du changement du code ou bien la modification. Je dirais que ce n'est pas notre langage. Mais sauf que, tel que le copanéliste venait de dire, présentement, on ne peut rien faire du code. Présentement, là. Qu'est-ce qu'il y a lieu donc de faire? C'est que les partis qui vont aller aux élections prouvent encore d'autres stratégies et du sérieux. Parce que le code ne peut pas être modifié. Sauf si vraiment, on ne sait pas, une surprise. Mais au niveau où on se trouve à quelques semaines du mois de mars, c'est impossible. Ça peut nous surprendre. Et si donc c'est impossible ou bien difficile, je mets ce mot-là, qu'est-ce qui est donc demandé pour les partis d'opposition? Alors certains partis disent qu'avec ce code électoral, il n'y a pas une possibilité de victoire. Plus ou moins, il n'y a pas, parce que j'ai déjà parcouru le code. Il y a quand même à relever que les partis d'opposition auront des difficultés. Mais ce que je devrais leur demander, c'est que quels sont des partis qui peuvent véritablement se représenter avec leur personne au niveau des bureaux de vote. Imaginez-vous, M. Jean-Jacques, nous avons des élections au mois d'octobre. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi le mois d'octobre. Et dans l'ensemble du territoire camerounais, il pleut énormément. Même l'endroit qui ne pleut pas, à cette période-là, il y a des pluies. Et à partir de là, ça devient difficile. Ça devient très difficile. Et je le dis ce soir, je trouve qu'il faut un décalage. Si vraiment, à partir de ce décalage, ça va résoudre un problème. Pour donner l'accès à tout le monde d'aller dans une zone qui peut être difficile au mois d'octobre, premièrement. Deuxièmement, c'est que sur les 26 000 bureaux de vote, combien sont des partis qui peuvent avoir chaque représentant dans un bureau de vote? Je vais vous dire quelque chose, M. Jean-Jacques. En 2020, rien qu'à Mona Télé, il y a 73 bureaux de vote à Mona Télé lorsqu'on était en train de chercher lors des élections législatives. C'est là où j'ai compris que ce n'est pas facile. Et le moment où les élections arrivent, c'est un moment où je finis de parler avec toi le matin. Je ne suis pas sûr de toi le soir. Tout peut se passer en un laps de temps. Les Camerounais sont versatiles. Je vous assure, M. Jean-Jacques. On doit y en édifier. Mais le FDC pas la confiance. A pu, dans les 13 bureaux de vote, avoir 73 bureaux de vote, avoir 73 représentants. Et je vais même aller au-delà. On a encore trouvé une autre stratégie qu'on regroupe, on appelait ça des zones. C'est-à-dire qu'on regroupe 6 bureaux de vote et on nomme un chef de zone. J'étais chef de zone dans 6 bureaux de vote. Pour contrôler encore, imaginez-vous, lors des élections présidentielles, ce que ça peut coûter. Donc, en dehors de tout ce qu'on peut revendiquer, les partis d'opposition, avec légitimité, mais est-ce que réellement quelqu'un, un leader, peut avoir 26 000 PV à la soirée des élections? C'est là où ça devient donc difficile. Et au lieu que nous cherchions à parler de la modification du corps électoral présentement, le mieux c'est que il faut chercher là où on peut améliorer pour qu'on trouve ce qu'on veut. Alors, sur ce qui est proposé par les uns et les autres, il y en a qui parlent d'un vote obligatoire pour limiter l'abstention. Peut-être qu'on nous imposerait, je ne sais pas par quel moyen, d'aller forcément voter. L'abaissement du montant des cautions, c'est 30 millions pour l'élection présidentielle. La modification de la composition du conseil électoral, qui a été évoquée par Cyril Massing tout à l'heure. Il y en a même qui proposent que, comme il y a 18 membres, qu'on pourrait avoir 8 des partis représentés au Parlement, 3 des partis représentés au niveau des conseils municipaux, 3 dont les partis occupent les 3 premières places à l'issue de la dernière élection présidentielle, 2 représentants de l'administration, 2 représentants ci et ça. Il y a des propositions qui sont faites dans ce sens-là. Vous avez l'instauration d'un bulletin de vote
unique, qui est également proposé par les uns et les autres, l'allongement de la durée des campagnes électorales. Il y a un groupe de partis qui indique que 15 jours c'est peu, il faut aller un peu plus loin, peut-être 30 jours. L'interdiction des bureaux de vote dans les casernes et chefferies, les casernes militaires et chefferies, entre autres propositions. Mais avec le timing actuel, Bouba, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme M. Noah le propose, aller chercher les points sur lesquels l'opposition peut s'organiser, ne serait-ce que pour contrôler le vote, pour motiver les gens à aller voter? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord m'interroger sur notre thématique du jour. Parce que quand je vois modification du code électoral, opportune, réaliste ou fantaisiste, vraiment le mot fantaisiste ne passe pas chez nous. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un groupe de Camerounais, 7 partis politiques et non des moindres. Et non des moindres, j'insiste là-dessus. Alors, ces partis politiques se sont mis ensemble. La société civile, l'organisation internationale, ils ont travaillé pendant des années. Ce n'est pas le travail d'un an. Pendant des années, ils ont eu à travailler ensemble pour sortir un travail, pour produire un travail sur plus de 1000 pages en langue française et langue anglaise. Ils ont déposé dans toutes les institutions, les chancelleries, la présidence de la République, même comme nous a dit, le président nous a dit qu'il n'avait pas encore reçu, ce qui nous étonne vraiment. Alors, ce travail fait pendant ce bout de temps, ce n'est pas de la blague. Alors, on dit fantaisiste pour ceux des partis politiques qui évoquent cela comme un slogan. Lorsque vous posez une question fondamentale sur ce que vous espérez comme changement, le gars fait comme au quartier, il veut la modification du code électoral, mais rien de précis. On ne parle pas de ces partis politiques qui ont travaillé ou de ceux qui viennent de se réunir ailleurs. Justement, c'est à ceux-là que je réponds pour dire que ces leaders, ces responsables qui sont réunis pendant des années, ils ne manquaient pas quoi faire. Donc, et il y a beaucoup d'experts qui ont travaillé pour sortir ce travail. Alors maintenant, pour revenir à votre question, nous sommes prêts pour les élections. Nous demandons aux Camerounais de se mobiliser. Au cas où ce code électoral n'est pas changé, ce qui est toujours faisable, puisque nous avons la session de mars, tout est encore possible à la session de mars, nous nous préparons et un plan B. Nous irons aux urnes. Et là, je suis très content. Vous avez déjà été avec le même code électoral. Avec le même code électoral. Les résultats, peut-être pas totalement satisfaisants. Tout à fait, parce qu'il y a toujours eu des remous après. J'ai été très impressionné tout à l'heure en suivant le SG du FDC et M. Noah. Pour gagner une élection au Cameroun, je pense que l'UDC est un parti école. Pourquoi? Parce que le jour de vote, nos militants sont sensibilisés. Il ne suffit pas d'aller voter, il faut voter et surveiller son vote. Je suis très... Mais vous êtes parti école, mais assez limité quand même. Là, on parle de la circonscription électorale, maintenant, c'est l'ensemble du pays. Ça, c'est comme... Si je peux paraphraser quelqu'un, c'était avant. Maintenant, l'UDC a pris des ailes. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Ça, je vous le dis, l'UDC a pris des ailes. Il y a plusieurs circonscriptions où vous serez surpris lors des prochaines élections locales, où nous irons pour gagner, parce qu'il y a un travail de fond qui est fait, même dans le sud cette fois-ci. Donc, il ne suffit pas de voter, il faut voter et surveiller son vote. Et là, nous invitons tous les Camerounais. Déjà, il y a un engouement que nous félicitons. Depuis quelques années déjà, nous constatons que les Camerounais s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Ça veut dire qu'ils ont pris conscience. Mais les chiffres ne parlent pas beaucoup, on est toujours autour de 7 millions. Bon, là, nous interrogeons l'ECAM, nous interrogeons vraiment l'ECAM de faire son travail et nous félicitons le MRC. Parce que pour ceux, tout à l'heure, nous parlons de mots fantaisistes. Mais voilà, et le MRC qui traîne et l'ECAM en justice, c'est le fruit de ce travail. C'est le fruit de ce travail. Donc maintenant, nous demandons aux Camerounais de continuer à s'inscrire sur les listes électorales, retirer les cartes électorales, aller au vote et surveiller le vote. Ça veut dire que vous dites à ceux des partis politiques, des leaders, qui tiennent le discours selon lequel vraiment il vaut mieux ne pas aller s'inscrire, il vaut mieux ne pas participer aux élections, parce qu'avec le code électoral actuel, rien n'est possible pour eux. C'est possible. C'est possible. Même avec le code actuel, l'engouement que nous constatons de nos jours, les Camerounais s'inscrivent massivement. Les Camerounais en ont ras le bol de ces 42 années.
Alors là maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Au cas où le code n'est pas changé, nous irons aux élections et nous demandons aux Camerounais à partir depuis janvier, le mois de janvier, continuer, s'inscrire sur les listes électorales, retirer les cartes électorales. Le jour du vote, massivement allons voter et surveillons nos votes. D'accord. Alors, bonsoir Jean-Jacques. Je voudrais que les membres des partis politiques présents sur votre plateau nous disent s'il y a déjà eu une situation où le PV de Elekam aura été différent de celui détenu par les représentants des partis politiques dans les bureaux de vote. Cyril, c'était vous qui avez évoqué justement la possibilité, puisque la loi dit qu'en cas de différent, c'est le PV de l'ECAM qui fait foi. Oui. Jean-Jacques, oui, je crois qu'il y a déjà eu des contestations de ce genre par le passé, dont le message du téléspectateur, il devrait bien s'informer. Donc, comme on disait, cette disposition légale demande à être modifiée par la classe politique, notamment par l'opposition, tout comme cette question de la majorité électorale. L'opposition demande à ce que elle redescende à 18 ans. À 18 ans. Parce qu'il y a quand même des millions de jeunes qui ont entre 18 ans et 20 ans, qui est conscient, cette majorité est consciente aujourd'hui de son destin, de son devenir, et qui passe par le choix de ses dirigeants politiques. Pourquoi eux, ils sont mis à l'écart? Je parlais tout à l'heure du Sénégal et de bien d'autres pays, même en France. On aime bien. C'est vrai que même au sein du RDPC, le même débat est ouvert. Hein. Oui. On propose également qu'on revoie la baisse, la majorité électorale. Il faut davantage juvéniser la classe politique camerounaise. Donc, c'est un point saillant également. On a parlé du bulletin unique là tout à l'heure et du vote biométrique. Ouais. Il faut le faire, c'est très important. Ça ne garantit pas forcément la victoire de l'opposition. Parce que là, le RDPC est une mastodonte politique. C'est une machine politique difficile à broyer. Pourquoi? Elle ne va pas également caresser l'opposition dans le sens du poil. Dans les éléments de base de la science politique, les partis au pouvoir se battent pour se maintenir et même se pérenniser. Ceux d'en face se battent pour accéder au pouvoir. Donc alors, si par les moyens légaux, et comme ça passe par les urnes, l'opposition n'arrive pas à changer la donne, et il y a une session de mars qui arrive, il y aura une deuxième session en juin, au mois de juin prochain, avant la dernière session ordinaire de l'année. Il faudrait donc que les Camerounais puissent suffisamment convaincre, même les élus du RDPC, pour leur dire c'est le dernier virage. Vous n'avez jamais rien fait pour le Cameroun. Vous avez tout fait pour le RDPC ou pour le président Biya. Vous leur prêtez les éléments de langage. De changer de discours, de changer dans les urnes. Faites passer cette loi de modification. La mouture de modification. Alors, bonsoir le panel. Pourquoi nos gouvernants sont toujours adeptes de la tricherie et ils pensent qu'ils peuvent développer le pays? Vraiment, a-t-on besoin d'être représenté dans le bureau de vote pour qu'une commission électorale indépendante sorte un résultat fiable? Le pays mérite mieux. La question sur de la représentativité dans les bureaux de vote. Bonsoir le plateau, je suis une jeune étudiante en droit de 25 ans, résident à Bertois. À mon avis, le seul moyen d'arriver au changement, c'est de procéder à une coalition des opposants. Nous voulons le changement, car ceux qui veulent continuer à manger dans la marmite du régime Biya sont des paresseux et des lâches. Unissez-vous pour les battre, s'il vous plaît. On ne veut pas 7 ans de plus, dit ce message qui vient de Bertois. Bonsoir, je viens de vous rejoindre. Bienvenue. Je voulais savoir quelle partie du code électoral a été changée. Nous parlons des revendications liées à cette modification du code électoral. Ça n'a pas encore été changé. C'est vrai qu'il y a eu des modifications après 2012, la même année. En décembre. En décembre de la même année. Là, maintenant, les partis politiques veulent qu'il y ait des changements. Et puisque vous posez la question, nous avons la chance d'avoir le président Samuel Bilon qui travaille dessus depuis quelques temps. Monsieur le Président, qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qu'il faudrait revoir dans le code électoral? Bon, il y a beaucoup de choses à revoir sur le code électoral. Lorsqu'on regarde les propositions faites par l'ECAM, les propositions faites par le groupe de 7 partis politiques, la plateforme de 7 partis politiques, on regarde les propositions faites par la commission d'observation de l'UE à des élections, qui a observé les élections au Cameroun. On peut dire qu'il y a plus d'une centaine de propositions qui sont faites.
Bon, mais comme vous l'avez constaté sur ce plateau, il y a des propositions qui peuvent, évidemment, je prends l'exemple par exemple du bulletin unique. Il y a des propositions qui peuvent donner matière à polémique en réalité. Parce que sur le bulletin unique, par exemple, que nous voulons, parce qu'il faut effectivement qu'on arrive au bulletin unique, mais la vérité c'est que de l'autre côté aussi, vous allez vous rendre compte que par exemple, la vérité c'est que si on impose par exemple le bulletin unique aujourd'hui au Cameroun, vous risquez d'avoir par exemple beaucoup de bulletins nuls, parce que l'utilisation du bulletin unique appelle quand même à une certaine éducation. Enfin bref, ce que j'essaie de dire, c'est que nous, par exemple, conscients du fait qu'il y a plusieurs centaines de propositions faites déjà sur la table, nous nous sommes posé la question de savoir est-ce qu'on peut retenir 5, 6, 7 propositions qui puissent faire consensus. Parce que le problème, c'est d'arriver à une modification consensuelle. Une modification que même nos amis du RDPC peuvent accepter. Donc, en fait, c'est comme ça que nous avons travaillé. Vous avez dit tout à l'heure en parlant que, y compris au sein du RDPC, il y avait un débat sur la majorité électorale. Effectivement, c'est un problème. C'est environ 2 millions de jeunes qui sont exclus du processus électoral en refusant que les jeunes de 18 ans et de 19 ans votent dans notre pays. En faisant ce travail... Mais on devait plutôt demander au code de s'adapter. Peut-être qu'en 2012, on ne lisait pas beaucoup des jeunes de 18 ans qui étaient en possession d'éléments de maturité. Peut-être qu'avec le temps, aujourd'hui, ils sont plus ouverts, ils sont plus instruits, ils arrivent un peu plus jeunes à l'université. On devrait donc, tout logiquement, permettre à la loi d'évoluer dans ce sens-là. Bon, écoutez, on peut retenir cette explication si on veut. Mais la vérité, c'est qu'il y a quand même dans notre pays comme une guerre faite à la jeunesse. Il faut dire les choses. Parce que ce que vous dites là, il y a en 2000, au début des années, on va dire 2010 comme ça, il y avait une liste à peu près de 4 ou 5 pays dans lesquels il n'y avait pas de vote à 18 ans. Je crois que là, dans la liste, il y avait le Gabon, la RCA, le Yémen, l'Arabie Saoudite et le Cameroun. Tous les autres pays sont passés depuis à 18 ans. Il n'y a que l'Arabie Saoudite et le Cameroun où on ne vote pas à 18 ans. Ce qui n'est pas normal. L'Arabie Saoudite, c'est une monarchie où les gens votent même à 30 ans. Donc ça veut dire que si on enlève l'Arabie Saoudite, le Cameroun est pratiquement le seul pays au monde aujourd'hui où les enfants de 18 ans ne votent pas. C'est anormal. Et je dis que c'est 2 millions de voix. Quand vous voyez que le président Biya, par exemple, pour être président en 2018, a eu 2 500 000 voix. Mais ça veut dire que cette disposition seulement force le jeu électoral dans notre pays. Donc il y a cette proposition sur la majorité électorale. Sur le plateau aussi, il y a eu des échanges sur ces partis qui sont prêts à louer l'investiture à des personnalités externes. Et je pense que l'espèce sur le plateau a parlé à juste titre du cas du parti Univers en 2018, avec tout ce qu'il y a eu comme polémique sur le partage de... C'est salissant pour notre démocratie. C'est salissant. Que l'élection présidentielle revienne à une affaire de marchandage, c'est totalement salissant. Et j'ai entendu sur le plateau dire que c'est la Constitution qui le permettait. Non, la Constitution ne permet pas ça. C'est le Code électoral. C'est l'article 121 du Code électoral qui, sur les investitures, qui apporte cette... C'est une vraie violation de la Constitution parce que dans la Constitution, le Code électoral, dans la Constitution, l'élection présidentielle concerne les individus. Si vous voulez être président de la République, les critères sont sur l'individu, pas sur les partis politiques. Et on se retrouve là encore dans une situation où notre pays est pratiquement le seul pays au monde où vous allez à une élection présidentielle, les conditions ne sont pas les mêmes pour tous les citoyens qui veulent être président de la République. On demande à d'autres 300 signatures, à d'autres on ne demande pas. Ce n'est pas normal. Au Sénégal, on fait la différence avec les candidatures indépendantes et les candidatures qui sont adossées sur les partis politiques. Encore que cette affaire de candidature indépendante, ça date du parti unique. Il faut que les gens le sachent. Hein. C'était une disposition à l'époque du parti unique pour empêcher, en réalité, d'avoir des candidats en face du président sortant, président du parti unique. En fait, c'est une disposition antidémocratique. Vous ne la trouverez pas dans le code électoral sénégalais, ivoirien, ou bien tous ceux qui veulent être président doivent être soumis aux mêmes conditions
Et c'est comme ça que ça se passe. Donc si on demande des signatures, c'est que nous disons, si on demande des signatures, qu'on demande des signatures à tout le monde. Si on veut que ce soit les signatures des élus, comme ça se passe en France et comme ça se passe dans notre pays en partie, parce qu'on demande 300 signatures des élus, il faut on demande 300 signatures pour tout le monde. Si on veut que ce soit les signatures des électeurs... Est-ce que le législateur n'a pas voulu encourager ceux des partis politiques qui se sont quand même battus, qui vont aux élections régulièrement et qui réussissent quand même à avoir 1 ou 2 sièges par-ci ou par-là? Est-ce que ce n'est pas une façon de les récompenser en détachant ceux-là de ceux qui n'ont pas fourni d'efforts particuliers et qui arrivent à la 25e heure? Non, l'élection présidentielle n'est pas le second tour de l'élection législative ou bien de l'élection municipale. Non, c'est totalement faux. D'ailleurs, c'est une violation de la Constitution. Nous avons saisi le Conseil constitutionnel en 2023 qui s'est déclaré incompétent. Hein. Le Conseil constitutionnel sur cette question, il s'est déclaré incompétent. Et donc, la violation de la Constitution, elle est manifeste. Donc, il y a comme ça des dispositions. Il y a encore, par exemple, cette affaire de... Le président Aïdjo, peut-être beaucoup de gens ne savent pas, il a été président à 29 ans. Hein. À 29 ans. Et on pense chez nous qu'il faut avoir 35 ans pour être candidat à la présidence de la République. Ça, ce sont des histoires. Vous pensez qu'on devrait également lever cette disposition? Non, oui, là encore, nous disons que c'est une guerre faite à la jeunesse. Il faut qu'on dise, si vous êtes, là, ça demande une modification de la Constitution. Si vous êtes électeur, oui, mais si vous êtes électeur, ça veut dire que si vous êtes électeur, vous devez être candidat aux élections. C'est aussi simple. Et puis on laisse les populations choisir. On regarde dans d'autres pays, vous avez des présidents ou bien des chefs de gouvernement qui sont relativement jeunes. Vous avez des ministres qui ont à peine 23 ans. Oui, ils sont nommés. Là-bas, ils sont nommés. Même ceux qui sont aux affaires aujourd'hui peuvent nommer même à 18 ans. Y compris ceux qui sont élus. Regardez, vous allez voir qu'il y a des pays où, effectivement, les gens sont élus étant relativement jeunes. Le président malgache, il y a quelques années, il a été élu étant très jeune. Le président malgache, à l'époque, oui, il a été élu. Rajoel, le Didier. Donc oui. il y a des dispositions comme ça. Il y a, par exemple, nous disons, ce n'est pas normal. Et moi, je n'ai vu ça nulle part, parce que j'ai lu quand même beaucoup de codes. Comment est-ce qu'on peut dire que l'organe en charge de l'élection ne donne pas les résultats provisoires? Il n'y a que dans notre pays, on voit ça. Il n'y a que dans notre pays, on voit que l'organe qui organise les élections ne peut pas donner les élections. Alors que, on dit par ailleurs que dès qu'on ferme le bureau de vote proclame qui est vainqueur. Donc dans chaque bureau de vote, tous les bureaux de vote, oui, tous les bureaux de vote. Sauf que c'est donc une ça s'arrête à ce niveau-là. C'est donc une absurdité. C'est donc une absurdité parce que après c'est juste une simple compilation. Oui. Donc normalement, ce que nous disons, c'est qu'il faut. Parce qu'en fait, je vous parlais de la confiance tout à l'heure. À partir du moment où Elecam ne peut pas donner les résultats le même soir ou bien le lendemain. Même s'il n'y a pas de problème, vous avez les gens qui vont dire que non, ils ont eu le temps de tripatouiller. Donc pour la confiance, il faut effectivement que à la sortie des élections, ce n'est pas compliqué. Au niveau de chaque commune, on rassemble, on envoie, on compile les résultats, on donne les tendances. Ce sont des tendances. Lorsque c'est confirmé, on donne. Le même soir ou bien le lendemain, on donne. Ça fait qu'effectivement, les gens vont avoir confiance. Parce que c'est ça qui est important. Donc les modifications, nous avons rejeté comme ça quelques modifications, quelques propositions d'amélioration. Sauf que la publication instantanée des résultats avec notre système informatique qui n'est pas encore totalement informatisé dans notre pays, avec des zones qui sont encore totalement enclavées. Et si tu n'y a pas de connexion, ça risque d'être aussi un problème. Si ceux qui ont les moyens... je ne vais pas vous laisser dire ça. Ce sont les faits. Ce sont les faits. Si la élection aujourd'hui... je vais dire dans une localité que je citerai au hasard et qui n'a pas la connexion là-bas à Douintan, par exemple, s'il n'y a pas la connexion en ce moment précis, comment est-ce que vous faites? C'est pour ça qu'on dit résultat provisoire. Est-ce que vous connaissez un chef-lieu d'arrondissement aujourd'hui où, par exemple, le gars ne peut pas appeler... Vous connaissez un sous-préfet aujourd'hui? Oui. Dans ce pays, il y a des il n'a même pas de téléphone satellitaire, rien, on ne peut rien. Mais si c'est le téléphone du sous-préfet, vous avez dit qu'il a encore... Non, c'est pas ça. Non, c'est que j'essaie de vous dire. Si se déplace, on va encore le soupçonner. Non, ce que j'essaie de vous dire, c'est que même aux États-Unis, le résultat qu'on donne le soir, sont des tendances. Ça veut dire que lorsqu'on voit que c'est confirmé, que ça ne peut plus changer, on donne. Donc ça veut dire que vous pourrez toujours avoir manqué de résultats dans un village, dans deux villages,
dans une commune, à partir du moment où ça ne change pas le résultat du vote, on dit que c'est tel en attendant. Alors, on soulève quand même un problème qui est réel, qui va dans le sens de l'amélioration. Ce n'est pas qu'on est contre votre proposition. Il faut que le Cameroun, s'il veut être orgueilleux, comme il mérite d'être orgueilleux, doit quand même s'arranger à ce qu'il y ait de l'électricité un peu partout, qu'il y ait la connexion un peu partout. Voilà, c'est des arrondissements où soit il y a un opérateur, soit il n'y a rien du tout, ou alors l'opérateur s'en va pendant 3 jours. Il n'y a aucune connexion de ce côté-là. Ça pourrait compliquer en tout cas, même si c'est de façon instantanée ou pas, l'application des résultats, même si c'est des tendances. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. La modification du code électoral est une opportunité également réaliste dans la mesure où il y a des dispositions de cette loi électorale qui sont contradictoires à la Constitution. Calista Lom depuis Yaoundé, si on peut avoir quelques précisions sur ces éléments-là qui sont contradictoires. La session ordinaire de l'Assemblée nationale de mars est une opportunité pour le président Paul Biya de revêtir le veston de démocrate en pesant de tout son poids pour apporter des aménagements dans la loi électorale, dans la mesure où c'est le seul qui pense, qui réfléchit et qui décide, qui fait et défait les lois d'après les cadres du RDPC et d'après un grand nombre de Camerounais et des Camerounaises. Voilà, merci Calice pour toutes ces précisions. Bonsoir à vous en studio. Ceux qui disent que le système électoral devienne biométrique là ont raison. Mais alors le véritable problème ici est que l'État du Cameroun n'arrive pas à protéger l'identité camerounaise. L'identité camerounaise est entre les mains des étrangers. Conséquence, le système biométrique aura du mal à voir le jour au Cameroun. François-Xavier Dobala qui dit également que le code électoral n'est pas le véritable problème pour l'opposition. Le vrai problème de l'opposition, c'est l'opposition elle-même. Les partis d'opposition marchent en rang dispersé. Chacun fait sa part de politique. Et même si on change le code électoral, l'opposition en rang dispersé aura toujours les mêmes problèmes. Merci pour cette contribution, celle qui vient de Berthois. Bonsoir à vous. Belle émission. Les élections au Cameroun restent avantageuses pour le parti au pouvoir, car ce dernier proclame toujours les résultats 15 jours après, ce qui est suffisant pour toute autre manœuvre de long. Depuis Berthois, qui envoie également sa contribution. Est-ce qu'on aura le temps de parcourir une ou deux autres? Bonsoir Info TV, c'est l'occasion pour le FDC, son président et ses cadres de se faire de l'argent. C'est aussi cela la présidentielle. Pour certains partis politiques, le SG fait beaucoup de contorsions intellectuelles pour essayer de montrer patte blanche. Mais on n'est pas naïf. Guy Lamoto, depuis Yaoundé, sur le SG, dit que c'est le marché qui est ouvert et que ça pourrait avoir quelques rentrées sérieuses dans les comptes du parti. Dit qu'on n'est pas naïf. Vous n'allez pas réussir à nous faire croire au contraire. Moi, je pense que nous vivons dans un pays où le gouvernement est très vieillissant et ne veut pourtant pas céder la place à la jeunesse, et ça décourage vraiment, parce que quand nous regardons dans d'autres pays, c'est différent. Donc je dirais que le gouvernement camerounais monopolise le pouvoir et pourtant il est déjà fatigué. Alors M. Abessolo dit ceci, il est en Balmayo, le fait que les jeunes de 18 ans ne votent pas favorise qui ou défavorise qui? Évitons le langage des incapables. Alors sur cet aspect, le vote à 18 ans, vous êtes un parti relativement jeune, vous avez parlé de la tranche d'âge de ceux qui dirigent ce parti aujourd'hui. L'une des propositions fortes de ceux qui appellent à la modification, c'est de ramener l'âge, la majorité électorale à 18 ans. De ma part, M. Jean-Jacques, je ne peux pas refuser qu'on revoie encore l'âge de participation pour les électeurs. Je pense que le plus important actuellement, c'est que l'âge qui est déjà considéré soit déjà en train de s'intéresser à la chose. C'est vrai que si on n'intègre pas les 18 ans, certains dans l'âge de 18 ans, 19 ans, pouvaient aussi réellement s'intégrer dans la scène politique. Vous dites que déjà ceux qui sont dans la tranche... Ceux qui sont déjà... Les 20 ans semblent ne pas être très intéressés. Exactement. Que qu'est-ce que je vais dire, la contribution ou bien l'implication, merci, l'implication de cet âge commence déjà à se mettre sur pied. Mais ça coince où? Mais ça coince, selon mon analyse, c'est que la scène politique a été habillée de telle sorte que ça frustrait les jeunes et ça les chasse de la scène. Pourquoi? Parce que je me souviens, je suis avec le président depuis 2013. À l'époque, j'étais encore stable à Douala.
Quand j'ai commencé à m'intéresser à la chose politique, qu'est-ce que les gens ne m'ont pas dit pour me décourager, M. Jean-Jacques? Beaucoup de jeunes veulent accéder à la gestion de la cité, accéder à la politique, mais qui ne sont pas capables de tenir tête à tout ce qui peut sortir autour d'eux. Oh, vous leur dites que c'est possible, parce qu'on a vu ce que le RDC a fait dans la Déki. Évidemment. Au jour d'aujourd'hui, avec la réalité, M. Jean-Jacques, plusieurs jeunes également sont en train de quitter la mentalité qui les décourageait. Nous sommes allés dernièrement au mois de mars 2024 installer le bureau départemental dans l'Oignon Ekele, à Izeka. J'étais vraiment flatté et séduit. Au point où nous avons trouvé une jeunesse après un travail sur le terrain qui a tenu un langage qui fait satisfaction. Et nous croyons que dans les jours à venir, le combat n'est pas 2025, c'est la procédure. Il faut que ça continue. Je salue véritablement, d'ailleurs que je suis M. Samuel Billon à tout moment, que ce soit dans ses activités. Il faut que nous sachions que pour atteindre ce qu'on veut, ça doit prendre le temps. Mais nous devons être constants. Ce n'est pas une marche à laquelle on va tomber au résultat aussi facilement qu'on souhaite. Parce qu'on reproche à certains partis politiques d'avoir, par exemple, conditionné leur participation aux élections en 2020 à la modification du code électoral. Ça n'a pas été modifié, mais ils sont de retour malgré le fait que le code n'ait pas bougé d'un seul iota. C'est justement pour cela que quand j'ai pris la parole dernièrement, j'ai dit que ce qu'il y a à faire actuellement est que nous devons améliorer les conditions de travail, les stratégies, pour que ça rentre à notre profit. Mon copanéliste a dit dans ses propos que lorsque nous, les partis d'opposition, on cherche à conquérir le pouvoir, pourtant, en face, on veut le conserver. En face, on veut le conserver. Et je ne pense pas, M. Jean-Jacques, c'est humain. Pour que quelqu'un comprenne que je dois faire en toute aisance pour mettre tout le monde à l'aise. C'est compliqué. C'est-à-dire que dans la nature humaine. Maintenant, ce que je pense, c'est que le travail que nous, les acteurs politiques de la nouvelle ère, vous êtes la nouvelle ère. Oui, nous sommes la nouvelle ère. Vous êtes la même ère que Samuel Billon. Exactement. Ah, d'accord. Oui. Il faut que nous comprenions que ce travail ne doit pas être lâché parce que peut-être le régime n'a pas permis qu'il y ait ce qu'on propose actuellement, mais que nous comprenions que demain, c'est encore possible et que ça soit vraiment avec beaucoup de motivation. Donc, et de deux, l'âge de 18 ans qui semble encore ajouter une contribution au niveau des électeurs est à ne pas blaguer. Je souhaite que cela soit ainsi. Pourquoi? Pour venir un peu hausser le taux de participation des électeurs. Si déjà à 20 ans on n'est pas très intéressé, non, à 18 ans on est plus je pense que on est dans le Vous trouverez toujours des gens nous allons toujours trouver les gens qui ont une mentalité, les gens qui ont une certaine mentalité. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de permettre l'accessibilité dans notre âge de venir compléter l'effectif. Et je suis certain que après la sortie... Mais lorsque vous regardez sur le terrain, allez dans nos lycées et collèges, là où on a 16-17 ans, avec les images les coopératives qu'on avait hier ne sont plus d'actualité. Les clubs qui formaient les jeunes n'existent pratiquement plus. Ouais. Les activités périscolaires ont disparu. Tout le monde va voir. Alors, est-ce que dans ces conditions, il est possible de puiser une masse électorale qui puisse comprendre les enjeux que les 20 ans aujourd'hui qui sont à l'université ne veulent pas comprendre? Les choses ont chamboulé quelque part à partir d'un endroit. Où ça? Il faut que... Ça a chamboulé où? On cherche à aller là-bas pour les régler, afin que là où on vient s'appuyer, que ça passe. C'est pour ça que le travail doit être vraiment intense et sérieux par nous qui voulons accéder à la gestion des choses. Il le faut. Parce que quand tu regardes un certain nombre de choses, M. Jean-Jacques, tout ce qui permettait à ce que les jeunes commencent à se préparer, le système n'a plus continué à motiver ça. Et cela vient prendre un coup sur, au niveau du sommet, tel qu'on est en train de parler, avec la participation des jeunes
ils ne sont plus. Ils sont versés à quoi? À tout ce qu'on voit pour détruire la société. Donc, un travail sérieux, comme M. Samuel, ils sont en train de le faire, nécessite de ne pas négliger des aspects qui vont venir aider la scène politique au niveau du corps de la masse électorale. Et j'ai noté quelque chose ici, M. Jean-Jacques. C'est que si nous voulons véritablement un travail qui va permettre qu'à notre niveau, on soit satisfait, il faut qu'on respecte tout au moins ceci, ce qui a été dit dans le code. Parce que dans le code, j'ai lu quelque chose, j'ai lu deux choses. L'une de ces choses, c'est quoi? C'est que les 18 membres du conseil électoral qui sont nommés par décret, c'est après consultation des partis qui sont à l'Assemblée nationale, quelques partis de la société civile et bien d'autres. Maintenant, quand ça arrive que quelqu'un refuse de partir aux élections législatives, ça veut dire qu'à cet endroit-là, il ne va pas accuser le code électoral. C'est lui-même qui refuse d'aller au niveau de l'Assemblée pour qu'il soit parmi ceux qui vont être consultés pour les 18 membres du conseil électoral. Il y a des erreurs politiques que certains partis commettent. Et là maintenant, après, personne dans l'humilité ne voudrait plus revenir pour dire que à mon niveau aussi, j'ai péché. Ça reste pour les autres. La deuxième des choses, c'est que dans le code que j'ai lu, il y a le problème des représentants dans les commissions mixtes que beaucoup de partis ne tiennent pas en compte. Monsieur Jean-Jacques, je pense que c'est là où il y a aussi, tout au moins, une erreur venant de nous les partis. Mais pas du FDC, parce qu'on peut faire le témoignage de ce que le FDC est toujours dans ces commissions. Le FDC, j'ai graissé 70 noms. Je prends le cas du centre. J'ai établi 70 noms comme représentants des commissions. Et ailleurs, nous piquons parce qu'au regard des possibilités financières que nous avons, c'est un peu évident. Ça permet que, à la fin des choses, que le FDC puisse avoir les données. Et c'est lorsque moi-même j'ai commencé à prendre part à ces commissions que j'ai vu l'importance de cela. Que je voudrais demander aux partis qui veulent être sérieux de commencer le sérieux à ce niveau-là. Parce que c'est dans la commission mixte que tu sauras le nombre de bureaux de vote qui se trouvent dans la circonscription-là, le nombre des électeurs dans chaque bureau de vote et dans l'ensemble, l'effectif global. Tu sauras, bref, tout un ensemble de choses. Et c'est à partir de là que le QG du parti peut donc commencer à faire un travail de fond. Mais combien de partis sont dans cet aspect-là? On les retrouve beaucoup plus dans les commissions à Yaoundé. Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 2. Bref, à Yaoundé. Et dans l'arrière-pays, les qui sont là-bas, ce sont les gens qu'on pointé du doigt, qui font de tout et de rien. Je pense que nous-mêmes aussi, il faut qu'on soit sérieux. C'est vrai que c'est difficile, mais faisons aussi ce qui nous revient pour que lorsqu'on va faire une certaine évaluation, qu'on ne retrouve pas... C'est pour cela qu'on vous demande une coalition. Le message du téléspectateur tout à l'heure, ça permet que si vous ne pouvez pas être à Moloundou, un parti allié, engagé dans la coalition, puisse se déployer là-bas. Tout à fait, sauf que, M. Jean-Jacques, sauf que plusieurs partis, ce qui dérange un peu, ce qui cloche, c'est comme s'ils ont enlevé cette partie-là dans leur tête. C'est-à-dire que avoir des représentants dans des commissions mixtes. Et ceci, pas seulement dans les grandes agglomérations, mais dans l'arrière-pays, pour se doter des informations vraiment nécessaires et importantes au moment venu. D'accord. Cyril, vous voulez dire oui, Jean-Jacques, je voudrais dire qu'effectivement, c'est là où l'opposition pêche également. Parce qu'il ne suffit pas que les dispositions du code électoral soient modifiées. Il faudrait également qu'il y ait de nouvelles bases dans le fonctionnement des partis d'opposition. Tenez, il y a quelques jours, du côté du SDF, une disposition entrait en proposition, celle selon laquelle, pour être candidat à l'investiture, il fallait déposer une caution de 50 millions de francs. Vous voyez que ce sont des dispositions très discriminatoires. Au sein du SDF. Au sein du SDF. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dénoncer des choses en face et être plus criminel à l'intérieur de son propre parti de l'opposition.
Pendant que la loi fixe... Pas plus criminel. Non. Bon, plus dur. C'est-à-dire qu'en face, la loi parle de 30 millions. On parle d'une... Pour être candidat à l'élection présidentielle, la caution c'est 30 millions. On parle d'un cautionnement. Maintenant, pour être candidat à l'investiture au sein du SDF. À l'investiture au sein du SDF, vous payez 50 millions. Et après, vous allez encore aller payer 30 millions, ça fait 80 millions. Quel militant, le vendeur de cacao, qu'il y a, que ce soit à Monatele, que ce soit à Doumentan ou à Ezeka, où est-ce qu'il va prendre tout cet argent pour se faire investir? Donc, c'est un grand commerce politique qui a commencé. Je ne vais pas parler de ce qui se fait souvent à quelques encapés de la présidence ou en une année électorale comme ça. Des gens vont garer des véhicules, ils vont rentrer avec des sacs et des mallettes d'argent. Mais pour être plus sérieux, lorsqu'on élève... la bonne adresse, qu'on a garé également ce côté-là. C'est vers le rond-point de la présidence de la Qui sommes-nous pour refuser de l'argent si on donne là-bas? Donc, vous voyez que lorsqu'on élève le débat au niveau constitutionnel, avec la disposition constitutionnelle qui est assez claire, tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que les élus, je répète, de la nation, pas les élus des partis politiques, pas les élus de l'UDC, du RDPC, du SDF ou du FDC, mais les élus de la nation, devraient être conscients du fait qu'ils sont là pour servir les populations qui leur ont exprimé leur suffrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette base constitutionnelle seulement, vraiment, Jean-Jacques Zé, il y a des débats qui doivent pas être partisans. Qu'on ait participé aux législatives municipales de 2020 ou pas, un parti est en droit d'investir, par exemple, Maurice Kamto. Le MS lui-même peut investir Maurice Kamto. Donc, ce sont des débats. Vous videz le contentieux, là. Oui, c'est-à-dire que c'est pour distraire. Vous prenez la posture du Conseil constitutionnel. Oui, c'est pour distraire les Camerounais qu'on vient avec ces faux débats. On essaie de mettre tel candidat ou tel candidat hors de course et tout. Ça ne fait pas bonne presse pour la démocratie camerounaise. Sauf que c'est la loi, il va falloir la lire. Il va falloir la lire. Oui, elle se lit de façon parce que les avis sont partagés là-dessus. Non, le mandat impératif est nul. Et je crois que nous avons... On est d'accord. Si vous arrivez à l'Assemblée élu par le FDC, une fois à l'Assemblée, vous démissionnez, vous partez dans un autre parti politique et vous vous estimez pas que c'est une sorte d'escroquerie politique si vous partez demander à investir plutôt sous votre nouvelle casquette alors que les gens vous ont élu, vous ont fait confiance sous un autre parti. Ce n'est pas la loi, hein, c'est un peu de logique qu'on évoque. Non, Jean-Jacques Zé, on peut, parce qu'on a un mandat, mandat de représentation, on est représentatif d'un peuple. C'est-à-dire que si lors de la campagne, vous avez promis en Doumentan par exemple, que vous serez contre l'avortement et que votre parti vous demande de voter une loi sur l'avortement, parce que c'est le parti que vous investissez, qu'est-ce que vous faites? On est au Parlement. Vous aurez trahi ceux qui vous ont voté. Ça veut dire que vous vous inscrivez en faux et ça peut vous pousser à démissionner ou alors on peut vous chasser du parti. Vous vous retrouvez en face où on vous donnera la possibilité quand même de manifester la volonté populaire. Puisque les parlementaires sont restez parlementaire de la souveraineté. Vous restez parlementaire. Je ne voudrais pas qu'on entre dans le détail du débat ici, parce qu'il a déjà lieu. Il va certainement alimenter l'élection présidentielle. Non, il faudrait que pendant la validation des candidatures. L'opposition qui est très dynamique quand il s'agit du dégagisme, de la politique du dégagisme, puisqu'il faut bien dégager M. Biya, doit se mettre en rang serré, doit s'unir pour un candidat unique. Vraiment, ça ne peut pas donner avec le RDPC. Puisque le RDPC s'est anticipé, je crois qu'ils ont déjà commencé à diviser beaucoup de partis d'opposition. Vous avez des factions au sein du PCRN, vous avez des factions, on espère qu'il n'y aura pas de factions. Vous ne dites pas que ces partis ont commencé à se diviser? Il y aura des factions, il y a déjà des factions. On ne sait plus combien du PC nous avons aujourd'hui. Donc, ça fait que tous ces désordres profitent à ceux qui sont en face au RDPC. Je crois que c'est par là que ça commence, l'assainissement. Le coefficient, il faut revaloriser le coefficient de sincérité au sein des partis de l'opposition. Bonsoir le panel. Les gars ont déjà déclaré leur candidature, sachant que le code électoral n'est pas bon, qu'ils se mettent au travail et arrêtent le bavardage inutile. Bertrand Mbondi depuis Yabassi, qui semble dire qu'en termes d'opportunité, que ce n'est pas opportun là maintenant de parler de cette question de code électoral. Il faut travailler. Bonsoir Info TV, depuis que le multipartisme est arrivé au Cameroun, quel parti d'opposition a déjà remporté les élections présidentielles dont le régime en place a tout le pouvoir sur tout? Il n'a pas signé son message. Essayez de les signer pour qu'on soit plus clair là-dessus. Bonsoir à vous. Depuis 92, l'UDC n'a jamais investi ou accompagné notre candidat à la présidentielle, Julien de Soie. Il veut vous contredire.
Oui, nous n'avions jamais soutenu notre candidat à l'élection présidentielle. C'est comme cette année, nous pouvons, 2025 est différent de 2018. Alors, nous pouvons soutenir notre candidat comme un autre candidat peut soutenir l'UDC. Wait and see. D'accord. Bon, sur la modification du code électoral est une réalité, mais impossible par le régime en place parce qu'il est joueur et arbitre en même temps. Et l'ECAM a tous les moyens de donner la tendance du vote le même jour, mais c'est fait à dessein pour faire des tripatouillages. C'est Hugues depuis Pointe-Noire au Congo qui nous envoie sa lecture de cette situation. Alors, j'ai participé au recensement préliminaire avec les smartphones équipés de GPS et une application qui permettait de transférer les données au serveur central à la direction générale du BUCREP. Je pense que c'est exactement que les PV de chaque bureau de vote peuvent être centralisés dès le dimanche soir et au plus tard le mardi ou le mercredi qui suit. On peut avoir des résultats des élections sur le plan national. Il nous fait état d'une expérience vécue au BUCREP, le bureau de recensement. Bonsoir à vous au studio. Je voudrais rappeler à ceux qui disent que les jeunes de 18 ans partent aux urnes qu'il va d'abord falloir revoir l'âge à laquelle les jeunes peuvent prendre leurs propres décisions. Parce que je vous suis prendre l'exemple des pays comme la France où on est adulte à 18 ans. Alors, il doute un peu de la maturité du jeune de 18 ans. Au Gabon, ici à côté, on vote à 18 ans. On vote à 18 ans au Gabon. Tel que le Gabonais. En Centrafrique aussi. Est-ce que le Gabonais est différent du Camerounais? Le jeune Gabonais est-il différent? Oui, parce qu'il est parti en France. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il parte loin. Au Gabon et en Centrafrique, on vote à 18 ans. Oui. Alors, bonsoir le grand journaliste. Les jeunes dans le septentrion sont toujours actifs dans l'affaire de la cité. Mais nos élites en profitent. Donc dire que les jeunes ne sont pas encore concernés, c'est tromper. C'est se tromper. Ousmanou Maïkano depuis Garoua. Voilà, à 18 ans. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Un jeune peut aller en prison, peut être militaire. Pourquoi pas voter? À 17 ans, pourquoi ne pas voter? Depuis Yaoundé, qui nous le dit. Donc, il pense que les jeunes sont suffisamment matures à cet âge-là. Bonsoir le plateau. Il n'y a pas d'opposition véritable au Cameroun pour modifier véritablement ce code électoral. Les partis d'opposition doivent faire bloc et bouder l'ECAM en refusant, par exemple, d'aller aux élections. Kana Raphaël, depuis Fébé, village, qui vous propose de boycotter. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, monsieur Jean-Jacques. Parce que le boycott ne fait pas avancer les choses. Aucunement pas. Et ça fait en sorte que lorsque vous revenez, que ça vous pénalise vous-même. Donc, à l'heure où nous sommes, il n'y a plus... pour qu'on avance, on demande aux gens encore de ne plus partir pour s'intéresser à la suite de la procédure que les gens comme les Samuel Billon sont en train de faire. Pourquoi boycotter? Pour l'avantage de nous ou bien du parti qui est en face de nous. Ça veut dire que d'office, on retombe encore sur la situation qui va nous pénaliser bien après. D'accord. Bonsoir Gigi et ton plateau. Nous les jeunes d'ici, dont pour le moment je préfère taire le nom, mais dites-nous, les jeunes d'où? On est déjà au travail pour déstabiliser le régime au pouvoir par cette voie des urnes. Alors d'accord, mais je lis quand même, puisque ton profil parle de Fabrice Messois, même si c'est un nom d'emprunt, mais au moins on se retrouve de ce côté-là, qui dit que les jeunes sont en train de travailler dans ce sens-là. Bonsoir Jean-Jacques, en dehors d'une élection à 2 tours, l'opposition camerounaise ne peut rien avec le désordre qui les caractérise. Or, il serait utopique que le parti au pouvoir lâche prise à ce niveau. L'opposition doit surfer sur une candidature unique. Martin de Nkwaban, qui suit un peu ce que Cyril a dit tout à l'heure. Bonsoir, le MRC est allé aux élections en 2018 avec ce mauvais code, comme ils le disent. Pourquoi vouloir distraire les gens en voulant un peu de visibilité? C'est Cyril de Douala qui pense que vraiment vous êtes déjà passé aux élections avec ce code-là. Ne dérangez pas aujourd'hui. Maurice Kamto lui-même a évoqué dans un discours à la suite de son boycott la possibilité de compromettre la participation du parti aux élections présidentielles. Amadou depuis Yaoundé, et donc il serait lui-même responsable de ce qui se passe. À quoi ça sert d'inviter les jeunes aux urnes alors que l'arbitre et l'ECAM est à la solde de celui qui l'a mis en place, Mélie Merlin, qui envoie ce message. Ils peuvent faire du code électoral ce qu'ils veulent, mais qu'ils sachent que le RDPC ne sera plus là. Très bonne soirée. Merci à vous, il est convaincu que même avec ou sans code électoral,
le RDPC ne sera plus là. Bonsoir, les sénateurs nommés sont investis par qui? Baba Yaoundé. Vous avez dit nommés. Le président de la République. Vous avez parlé de nommés, de nomination. Bonsoir. De toutes les façons, nous savons que le RDPC a déjà remporté les élections malgré même la modification du code électoral. Michael Corleone, depuis Nkwabon, qui envoie également ce message-là. Alors, qu'est-ce que vous attendez de vos propositions aujourd'hui? Nous sommes pratiquement au mois de février. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Vous attendez quoi? De qui? Une mobilisation ou une réponse du camp d'en face? Bon, d'abord deux choses avec votre permission. Le débat sur le code, même sur le plateau, et mais pas seulement sur ce plateau, il a tendance à se déporter vers un jugement des partis politiques, de l'opposition et tout ça. Bon, je le dis pour dire qu'en fait, le code, ou bien le code que nous souhaitons modifier, ce n'est pas pour que l'opposition gagne les élections. Non. On ne veut pas qu'on modifie le code pour aider l'opposition à gagner les élections. On veut que le code soit modifié pour permettre une élection acceptée par tous, pour éviter le désordre dans notre pays. Parce que, y compris nos amis qui sont au RDPC aujourd'hui et qui ne veulent pas la modification du code, aujourd'hui, ils se gargarisent en disant qu'ils ont apporté la démocratie, mais ils ont marché contre la démocratie. Ils ont marché au début des années 90 contre la démocratie. Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui ont laissé leur vie pour que le Cameroun soit indépendant. Donc, et quand on le fait, on ne le fait pas pour un groupe de personnes, on le fait pour toute la communauté nationale. Oui, donc ça c'est la première chose. Oui, le faire maintenant, j'arrive, oui. Allez-y. J'arrive. Bon. Donc, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que là, vous avez parlé de l'opportunité. Vous posez un peu la question sur l'opportunité. Il y a certaines personnes qui ont dit que non, ce n'est pas opportun, on ne peut plus modifier. Non. Le code en vigueur a été voté à l'Assemblée nationale. Il y a la session de mars. C'est un peu serré, mais il peut y avoir une petite fenêtre aussi au niveau de la session de juin, parce que c'est vrai qu'on peut convoquer le corps électoral 90 jours avant l'élection. 90 jours avant, c'est 3 mois. Donc on a juillet, août et septembre, avant octobre. Donc il y a aussi une fenêtre au niveau du mois de juin. Donc nous disons qu'il faut que le pouvoir se saisisse, en l'occurrence, de nos propositions pour modifier le code électoral pendant la session de mars. Ça peut se faire. Et ça, c'est au bénéfice de la communauté nationale. Ce n'est pas pour l'opposition, c'est pour garantir la paix dans notre pays. Et donc, c'est pas vous auriez pu le faire l'année dernière ou l'année d'avant. Lorsqu'il arrive maintenant, ceux qui sont contre les démarches que vous êtes en train de mener sur le code électoral disent qu'il faut laisser les gens avoir un seul discours, celui des inscrits massivement sur les listes électorales, parce qu'il n'y a pas un code électoral, il n'y a aucune loi qui est plus forte que le peuple massivement mobilisé. Non. Écoutez, il n'y a pas d'antinomie entre les inscriptions sur les listes. Non, c'est complémentaire tout ça. C'est complémentaire. Parce que, écoutez, que les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales, c'est un fait. Comme modifier le code électoral, c'est la responsabilité du pouvoir en place. Ça n'a rien à voir. La perception qu'ils ont de ce discours sur le code électoral, c'est que vraiment, si on ne le touche pas, si on ne le change pas, le pouvoir, et ils ont déjà gagné. Et donc, du coup, les gens ne vont même plus s'inscrire. Non, écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Nous avons une élection à un seul tour dans notre pays. Oui. Si vous voulez parler de la stratégie pour gagner les élections, nous avons une élection à un seul tour dans notre pays. Dans tous les pays au monde où vous avez une élection à un seul tour, vous avez formation de 2 grands blocs. Aux États-Unis, c'est un seul tour. Vous avez les républicains et les démocrates. En Grande-Bretagne, c'est un seul tour. Vous avez les travaillistes et les conservateurs. Donc, nécessairement, chez nous, il doit y avoir un bloc fort en face du RDPC. Donc, ça, c'est un travail que nous devons faire au niveau de la classe politique qui veut le changement. Donc, c'est un travail à faire. Et c'est un travail qui peut se faire même à la veille de l'élection. Donc, il n'y a pas de contradiction entre tout ça. Nous voulons un bon code pour garantir la paix et l'unité du pays. C'est ça c'est ce que nous disons. Après, le temps de la stratégie va venir. Oui. Vous comprenez? Justement, le temps de la stratégie va venir à quel moment? Écoutez, je vous dis, c'est comme dans un match de football. Tant qu'on n'a pas encore sifflé, le match n'est pas fini. OK?
Vous n'avez pas gagné tant qu'on n'a pas sifflé la fin du match. Donc je dis, même à la veille, vous pouvez, l'opposition, comme nous le souhaitons au mouvement réformateur, peut avoir une candidature unique. Parce que par ailleurs, nous travaillons aussi à cela, mais nous mettons le pouvoir face à ses responsabilités. Donc il faut bien dissocier les choses. La responsabilité des forces du changement, c'est de travailler à proposer aux Camerounais une alternative au RDPC. Nous faisons ce travail. Mais de l'autre côté, la responsabilité du code, elle est celle du pouvoir. C'est le pouvoir qui doit modifier le code. Vous comprenez? Donc nous mettons le pouvoir face à ses responsabilités. Nous avons fait des propositions. C'est cette proposition. Vraiment, il n'y a rien. Ça, s'ils veulent le modifier, ça en mars, là, ça se fait tout de suite. D'accord. Et nous disons que c'est pour garantir la paix et l'unité du pays. Monsieur Bouba, en termes de timing, est-ce que le discours sur la modification du code électoral ne vient pas freiner l'élan qu'on a vu au départ, où les gens se sont dit qu'aujourd'hui, là, il faut seulement que les Camerounais s'inscrivent massivement. Le discours du PCRN, qu'ils aient leur carte électorale. Le MRC dit pratiquement la même chose. Allez vous inscrire, ayez votre carte électorale parce que c'est le secret pour une victoire. Ben, jusque-là, Jean-Jacques, le discours n'a pas changé. Puisque nous travaillons avec ces partis politiques. Mais il peut être étouffé. Non. Nous demandons aux Camerounais, et nous le demanderons toujours, allez vous inscrire sur les listes électorales. Nous sommes sur deux fronts. Il y a l'inscription sur les listes électorales. Pendant que nous demandons aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales, parallèlement, nous revendiquons la modification du code électoral. C'est deux choses différentes. Donc vraiment, je ne pense pas. Et le timing, nous sommes toujours dans le timing. Puisque le sujet a été abondamment évoqué entre 2018 et 2020, après tout le monde est allé se coucher pour se réveiller en 2025. Non, on ne s'est pas couché. On s'est fait pas l'opposition, couché. on ne s'est pas couché. C'est la RDPC. Vous avez suivi le RDPC non, c'est le RDPC qui ne veut pas modifier le code. C'est le RDPC qui ne veut pas modifier le code. Mais les propositions... Mais on est quand même d'accord qu'il y a une période où vraiment personne n'en parlait. Il y a eu une grosse accalmie. Et puis... En 2025, on se réveille, on dit il faut qu'on ait... On continue nous observons l'actualité, nous vous accompagnons tous les jours. Hein? Même au sein de l'ECAM, les réunions, que ce soit cette année, l'année passée ou bien l'année d'avant, nous avons parlé de modification. Même l'ECAM en parle. Dans les consultations avec l'ECAM, nous en parlons. Donc nous en parlons, c'est une demande permanente. Alors, donc, si je comprends bien, si le code électoral n'est pas modifié, le Cameroun sera dans la division, il n'y aura plus de paix. La question vous est retournée. C'est une question de téléspectateur. Que le téléspectateur, vraiment, avec tout le respect, aille un peu voir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec la loi sur l'ivoirité. On n'est pas en Côte d'Ivoire. Non, moi je vous dis. Ne dessinons pas le diable au mur. Écoutez, c'est pour ça que je dis. Ce code électoral a géré 2018 et 2020. Prévenir vaut mieux que guérir. Vous comprenez? Ça veut dire ce code électoral a géré 2018, 2020. Oui, mais il est là depuis 2012. Je vous ai dit à l'entame de mon propos ici qu'on a des Camerounais qui sont même encore en prison. On a des Camerounais qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont contesté l'élection en 2018. Ça, vous le savez, non? Oui, si je peux dire quelque chose aux téléspectateurs de Nkwaban, je n'ai pas retenu le nom, qui m'excuse. Corleone, voilà. Michael Corleone. Alors, je dirais à mon frère Michael que pour nous, lorsque nous revendiquons la modification du code électoral, on a un objectif. Et cet objectif, c'est quoi? Nous voulons une élection acceptée par tous. Une élection apaisée et acceptée par tous. C'est-à-dire que le soir du dimanche après les élections, que le vaincu puisse appeler le vainqueur, lui dire félicitations sans attendre M. Atangana. Donc c'est ça notre objectif. Ce n'est pas parce qu'on tient réellement à gagner l'élection, non, mais on veut une élection apaisée et acceptée par tous les Camerounais. C'est ça le besoin du code électoral pour cela, pour reconnaître qu'on a perdu. Oui, mais avec le code actuel, il y a trop de revendications. On veut limiter les revendications après le vote. C'est ça l'objectif. Il y en a déjà avant le vote. Justement, ça a commencé et c'est le fruit du travail que nous avons dit que c'est la tactique du faible. Non, ce n'est pas la tactique du faible. Est-ce que lorsque le MRC traduit et traîne l'ECAM en justice, mais c'est fondé, les faits sont là, pourquoi l'ECAM ne publie pas les listes électorales? Voilà pourquoi. Ça, c'est le fruit du travail de l'opposition.
Nous ne dormons pas, comme vous avez tout à l'heure que nous dormons. Non, voilà une preuve. Nationale. La liste électorale nationale. Oui. Ene Kama dit que dès que le site est opérationnel, parce que la loi ne leur impose pas un support de publication. Bonsoir le panel, nous souhaitons que tout y ait la transparence électorale au Cameroun, mais à quand tout cela si le trucage bénéficie à une minorité qui fait de notre pays, la propriété privée? Organisons-nous et évitons le chaos. Bonsoir Jean-Jacques, l'opposition doit seulement s'unir et doubler de vigilance pendant le vote dans tous les bureaux de vote pour que le RDPC ne remplisse plus les urnes comme d'habitude. Je sais de quoi je parle. Samuel, depuis Douala, on n'appelle pas s'il vous plaît. Ça nous permet d'avoir sous les yeux les messages qui viennent des téléspectateurs qui participent au programme. Bonsoir une fois de plus. La modification du code est impossible à l'heure actuelle. L'opposition doit faire bloc et inciter les Camerounais à s'inscrire massivement et aller voter. La modification du code en fonction du timing et l'heure actuelle est une perte de temps. Hugues depuis Pointe-Noire, Congo, Brazzaville. Cyril, sur ce message qui vient du Congo, qui parle du timing et qui trouve que rechercher cette modification actuellement est inutile. Oui, puisque qui mettra le feu aux fesses aux députés RDPC pour se prononcer, pour légiférer sur la question de la modification de ce code électoral. Est-ce qu'on doit leur mettre le feu aux fesses? Vous savez qu'il y a une session ordinaire qui s'annonce en mars. Oui, c'est même pour ça que l'honorable Toymano a interpellé le chef de l'État au palais de l'Unité. Il y a une session qui se tiendra ordinaire également, qui se tiendra au mois de juin. Et après, nous avons les élections. Parce qu'il n'y aura qu'une dernière session, celle durant laquelle on se prononce généralement pour le budget de l'État pour l'année à venir. Je crois que déjà au niveau de l'étude de ce texte à modifier, il n'y a plus assez de temps. Et ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour pour la session qui s'annonce. Donc c'est une perte de temps. Je crois que les partis de l'opposition... Comment vous pouvez dire que c'est une perte de temps? Les propositions sont faites. Gagnerait plutôt dans la... Vous parlez de quelle étude? Puisque vous avez en face de vous un monstre froid qui n'est pas très ouvert, qui n'est pas très attentif. Oui, mais c'est le même RDPC qui traînait pour le multipartisme. Jean Jacques, les partis de l'opposition, tendance ou version dégagisme, devraient plutôt se battre à mobiliser au maximum les Camerounais afin non seulement de s'inscrire sur les listes électorales, mais également d'apporter un soutien significatif. Nous avons vu il y a une grande tontine à hauteur d'un peu plus de 6 milliards qui est ouverte, vous voyez un peu par l'un des candidats à la présidentielle, et dans le strict respect des lois et règlements en vigueur de la République, et à conscientiser davantage, parce qu'il ne faut pas seulement pousser les gens à s'inscrire. Beaucoup s'inscrivent, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Quant au fond, quant à la prise en main du destin national. Je crois qu'il faut des causeries éducatives, des échanges avec les populations pour les amener à comprendre que voilà, ce qui a été fait en 43 ans, ça ne vous a pas beaucoup apporté. Voici ce que nous vous proposons. C'est à ça que doit s'atteler l'opposition. Que l'opposition ne s'arrête pas à croire que le RDPC va lui... La politique, ce n'est pas le voir bébé. Le RDPC travaille à ce que ce code électoral lui soit taillé sur mesure. Il est au pouvoir. Non, mais je crois que il est au pouvoir. Donc, oui, l'opposition devra peut-être, si elle est vraiment engagée, prendre la majorité l'année prochaine lors des législatives et municipales, et là, elle pourra modifier cette voie, parce que le RDPC n'est pas ouvert pour cette modification à l'heure actuelle, du moins pas avant octobre 2025. Bonsoir Gisette, Monsieur Bilon ne comprend pas que tu veux lui dire que le débat sur la modification du code est dépassé par rapport au temps qui nous reste. Il y a un temps pour tout. Le peu de temps qui reste devait être consacré à asseoir la stratégie pour contrer le RDPC. Pleurer sur la modification du code ce jour est un aveu d'échec. Joe, depuis Bata, le 240 en Guinée et équatoriale. Ah, mais ils viennent donc pleurer après qu'ils ont perdu les élections, qu'on a volé leurs résultats. C'est ça, hein, c'est ça. Parce qu'ils sont là, parce qu'on voit les gens qui ont décidé de ne pas aller aux élections en 2020, à cause de ce code. Aujourd'hui, ils sont aux élections. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas... Est-ce que le code a changé entre temps? Alors, les mêmes gens, après, vont dire que non, ils vont commencer à contester. Ce que nous disons, c'est que si les Camerounais ne peuvent pas s'unir aujourd'hui, en l'occurrence,
dans les partis politiques, si les responsables de partis... Parce que moi, comme je vous ai dit, pour la réunion de la semaine passée, nous avons invité une quarantaine de partis politiques. Certes, les 45 leaders ne sont pas arrivés, mais nous faisons un travail qui fait en sorte que on amène le RDPC à comprendre que la modification du code électoral, ce n'est pas seulement pour... y compris au sein du RDPC. Demain, les gens auront besoin de cette modification. Vous comprenez? Parce que si aujourd'hui, le président Biya, par exemple, dit que non, il ne va pas aller aux élections, qu'il va aller au village, vous croyez qu'il y aura une candidature au RDPC? Il y aura une multitude de candidatures là-bas. Et beaucoup de gens seront bloqués. Et c'est là que le désordre va commencer. Vous comprenez? C'est là que le désordre va commencer. D'accord. Donc, nous disons, les gens qui pensent que la modification du code, c'est l'affaire de l'opposition, c'est faux. Ce n'est pas, c'est pour garantir la paix du pays. Plus du timing que maintenant, là, vraiment concentré. Mais on dit qu'il y a mars. Il y a la session de mars, et ainsi de suite. Mais si on modifie en mars, il vous restera toujours très peu de temps pour appeler, par exemple, si on retouche l'âge, la majorité électorale, il vous restera très peu de temps. Si on touche vous appelez les candidats pour... Dans vous avez plusieurs plateaux où vous appelez les candidats venir parler de leur programme. Non, le fait donc ce n'est pas parce que, voilà, vous le faites et c'est très bien. Mais est-ce que c'est parce qu'on demande la modification du code électoral que les autres ne présentent pas leur candidature, ne présentent pas leur projet? Et comme on l'a dit, est-ce que c'est pour ça qu'on n'appelle pas à l'inscription sur les listes électorales? Il ne faut pas que les gens font comme si on demande la modification du code électoral, alors on ne fait plus rien. Non, c'est pas ça. D'accord. Oui, et si je peux ajouter quelque chose, parmi les points que nous exigeons, il y a une élection à 2 tours. À 2 tours. Alors, si l'élection est à 2 tours, ça résout beaucoup de problèmes. Et ensuite, il y a par exemple le bulletin unique. Mais à 2 tours avec une opposition qui se marche dessus. Vous suivez quand même le climat sur les réseaux sociaux où les plus représentatifs ne se font pas de cadeaux. Mais que ce soit à deux tours, ça va tamiser beaucoup de choses. Là, en ce moment même, l'alliance se fera toute seule. Alors, avec maintenant, il y a aussi un autre point que nous demandons. C'est automatique, hein. L'alliance ne fera pas... Je suis d'accord, mais ça va orienter. Ça va orienter. On se connaît au Cameroun. Ça va orienter. Alors, maintenant, nous demandons aussi le bulletin unique. Oui. Avec le bulletin unique, on fait des économies. On n'a pas besoin d'aller dans les imprimeries, sortir des milliers de bulletins de vote. Il y a un seul bulletin, il est unique. Et là, financièrement, c'est des économies que le pays fait en ce moment. Ça peut aider à faire autre chose, à goudronner des routes qu'on n'en a pas. D'accord, bonsoir. Le MRC est allé aux élections en 2018 avec ce mauvais code, comme ils le disent. Pourquoi vouloir distraire les gens en voulant la visibilité aujourd'hui? Je crois qu'on a déjà lu ce message qui est revenu. Quand Maurice Kamto initie déjà une levée de fonds auprès des Camerounais à hauteur de 6 milliards de francs CFA, qui lui a dit que c'est lui le candidat de l'opposition? Il est en train de barrer la route à la possibilité d'une candidature unique, alors que tout seul, il sait qu'il ne peut pas gagner une élection au Cameroun en ce moment. Marty de Nkwaba, on espère vraiment parler du MRC demain. On a lancé une invitation relativement à la sortie de Maurice Kamto qui s'est désolidarisé de certains discours de haine sur les réseaux sociaux. C'est un communiqué du MRC qui observe que plusieurs choses sont attribuées au MRC et qu'il y a des gens qui portaient la voix du MRC, peut-être pour faire taire justement certains sur les réseaux sociaux. On espère qu'ils vont répondre favorablement à notre invitation pour le plateau de demain. Bonsoir JZ. On peut modifier un code même la veille des élections si le président le veut. Basile Dobo, depuis Ferrara en Italie, d'accord, mais il reste la question de comment se mobiliser juste après. Bonsoir à tous, le panel, au grand soir. Si Elekam a tout fait pour entraver les inscriptions massives des Camerounais qui ont fini par s'intéresser à la question politique pour la présidentielle 2025, est-il possible que le système en place soit capable de faire une modification du code électoral consensuel? Il faut juste que le président de la République écoute les cris des peuples et laisse un jeune prendre la relève. Mbatou, depuis Yaoundé, le code électoral est vraiment une pure distraction qui sert à détourner le peuple. L'élection est simplement une notion statistique qui donne une convergence de choix majoritaire. Il faut laisser la volonté du peuple s'exprimer. Question pour M. Bouba. C'est vraiment possible qu'après les élections, dans notre contexte, le vainqueur serre la main du vaincu? Est-ce que c'est à M. Bouba de répondre à la question? Oui, mais si l'élection est acceptée par tous, why not? Alors, s'il te plaît, dis aux opposants
que depuis 42 ans, nous sommes morts. Qu'il laisse M. Biya nous enterrer une fois. Quel est ce mort qui parle? Quel est ce mot qui parle finalement? Bonsoir, le grand-père Biya ne veut pas qu'on le gagne. Moi, je trouve qu'il faut qu'on le laisse au pouvoir, parce qu'au Cameroun, il y a les élections. Au Cameroun, il y a, parce que avant le résultat, on connaît déjà le vainqueur, Ekeke, depuis Meiganga. On vous salue là-bas du côté de Meiganga. Pour ça, Jacques, le nombre d'inscrits ou de votants n'a aucun impact sur la loi, selon laquelle seul le PV de l'ECAM fait foi le patriarche Ndam du côté de Douala. Est-ce que le PV intervient en cas de litige? Il faut qu'on se le dise, que le code de procédure pénale donne d'abord l'autorisation aux jeunes de 18 ans de prendre les décisions sur sa vie avant de demander aux jeunes de 18 ans de passer aux journaux pour aller voter. Cela qui disait que les jeunes de 18 ans doivent d'abord partir voter là chez eux-mêmes. Le jeune de 18 ans n'a rien à dire parce qu'on le considère comme immature. Je n'ai pas beaucoup compris, peut-être la fin, que l'opposition laisse le peuple tranquille avec ce discours spécieux sur la modification du code électoral. Le deuxième tour se fait lorsque les scores sont serrés entre le premier et le deuxième à l'élection, en tout cas lorsqu'il n'y a pas la majorité absolue dès le premier tour. En 2018, il pourrait y avoir un second tour, point d'interrogation. Non, le RDPC avait une majorité absolue, donc on nous laisse ces histoires de modification du code électoral. Ce sont des arguments des perdants. Christian de Douala, qui vous souhaite une bonne émission en même temps. Et l'ECAM ne sera à rien. C'est un démembrement du RDPC. Le peuple camerounais doit décider sur son futur. Que doit-il faire, le peuple camerounais? Il faut le conseiller. Bonsoir mon frère Jean-Jacques. On ne gagne pas une élection par des menaces de tout casser. C'est le soi-disant parti MRC qui gâte l'opposition. Pas de projet de société. Il compte sur quoi pour menacer le peuple? Samuel du Gabon. Alors, on nous écoute beaucoup du côté du Gabon, les compatriotes qui sont de ce côté-là. Nous, on va chuter avec ce dernier message. Salutations citoyennes aux panélistes. Oui, pour la modification du code électoral, mais comment espérer que le Parlement actuel, pratiquement acquis au RDPC, veuille modifier le code électoral en vigueur? Comment attendre de l'ECAM qu'il s'auto-saisisse? N'être pas allé aux législatives de 2020 apparaît donc comme une erreur stratégique. La politique est un rapport de force. Bien à vous, Anissé Benyou depuis et mon bon auberge. Lorsqu'on met sur la balance la recherche absolue d'une stratégie actuellement ou la volonté absolue d'obtenir la modification du code électoral, qu'est-ce qui passe en priorité chez vous? Je pense que ce qui passe en priorité, c'est de comprendre que la modification qui va au gré de ceux qui ont le pouvoir ne peut pas être facile. Il faut qu'on soit sérieux. Et ce qui serait mieux, c'est plutôt de travailler dans d'autres stratégies. C'est-à-dire que qu'on s'engage à comprendre qu'il faut intensifier, il faut travailler pour les inscriptions. Et après des inscriptions, tenir un langage auquel on va demander à tous les électeurs de veiller sur leur vote. Et au soir, au jour du vote, que ceux qui seront candidats, qu'ils arrivent à avoir des représentants. Combien donc, comme je l'ai dit au départ, M. Jean-Jacques, combien sont des partis qui peuvent couvrir tout le territoire? C'est là le problème. Pourquoi est-ce que ça s'impose justement, le fait d'être représenté? Est-ce que ce n'est pas un aveu de suspicion de l'organe chargé de façon neutre d'organiser les élections? Je pense que bien qu'on doit demander à l'ECAM sa part de responsabilité, mais on nous a aussi donné notre part de responsabilité. Qu'est-ce que le parti perd en mettant quelqu'un dans un bureau de vote? Réellement, le parti ne perd rien, tout au contraire. Il veille à ce que, de ses propres yeux, il voit tout ce qui se passe. Si par contre, on disait qu'on ne veut pas un parti dans un bureau de vote, est-ce que les gens n'allaient pas parler? Je pense que ça allait être un débat acharné, que l'on permettait aux partis d'assister au bureau de vote. Et ça allait être vrai et légitime. Maintenant que le code permet à autoriser que chaque parti a le droit, que ce soit au niveau des commissions mixtes, d'avoir son représentant, que lors des élections, du vote, d'avoir également le représentant. Si tu manques, c'est à toi maintenant de dire que la personne qui organise doit jouer dans son rôle,
Toi-même, tu n'as pas joué ton rôle. Donc, de notre part au FDC, nous demandons d'abord que les élections quittent au mois d'octobre. Parce que ça ne laisse pas la facilité de déploiement sur le terrain. Ça ne permet pas, il faut le dire. Mais nous qui sommes dans les zones enclavées, on sait de quoi nous qui sommes dans les zones enclavées. Transporter ne serait-ce que l'une. Exactement. Moi, je ne comprends pas, sauf si on nous explique mieux. Pourquoi la pluie? On a mis ça en octobre? Pourquoi on ne peut pas décaler? À partir du 10 novembre, 15 novembre, les pluies ont déjà baissé dans plus de 3/4 du territoire. Mieux encore mettre là-bas. Je pense qu'en décalant, ça ne va pas pénaliser quoi que ce soit. Mais en gardant les élections au mois d'octobre, automatiquement, ça joue un contre-tour, un mauvais tour pour beaucoup de partis qui ont la volonté d'aller et d'avoir les représentants. Et le seul parti qui est capable d'avoir quelqu'un, c'est le parti au pouvoir. Il faut qu'on soit honnête. Allez déjà, lorsque quelqu'un a déjà un certain avantage, vraiment ne serait pas bien. Là, il faut qu'on mette les possibilités à tout le monde d'avoir l'accessibilité. Il faut que les élections quittent au mois d'octobre et ça parte au mois de novembre. Parce que là, ça ne vous donne pas le nombre pour couvrir les 26 000 bureaux de vote. Et en dehors de cela, donc, donner la responsabilité au parti d'avoir des représentants. À la sortie, je vous ai dit tout à l'heure, au début, que nous avons pu avoir un élu parce qu'on a été sérieux. Et si c'était au niveau des législatives que nous avons déployé cet effort-là, à plus forte raison aux élections présidentielles. Il faut couvrir les 26 000 bureaux de vote avec un représentant. Ça nécessite beaucoup de ressources humaines. Et donc un parti politique d'opposition tout seul, et un parti d'opposition tout seul, c'est pour cela qu'il faut absolument un regroupement. Pour que ça aide. Sinon, c'est impossible. J'utilise ce terme-là. C'est impossible. C'est au-dessus d'être difficile, c'est impossible. Alors, lorsqu'on lit toutes ces propositions qui sont faites, peut-être que dans les 7 propositions de Samuel Bilong et ceux qui sont réunis récemment, il n'y a pas celle-là. On a entendu d'autres groupements des partis politiques proposer, je veux dire, au lieu de 2 semaines de campagne électorale, d'aller à 1 mois pratiquement. Oui, ça permet aux candidats et à leur formation politique de mieux faire asseoir le projet politique, de mieux le vendre. C'est aussi lourd en termes de dépenses. Oui, c'est normal. 1 mois de campagne électorale. Oui, c'est pareil aux États-Unis. On vous parle des centaines de millions de dollars qui sont collectés pour les campagnes présidentielles aux États-Unis. C'est pour ça que le montant, j'ai suivi plus de 6 milliards. C'est pas excessif quand même parce que... C'est le minimum. Oui, parce qu'il faut parcourir le territoire camerounais. C'est quand même 370 arrondissements. Il n'y a pas que des arrondissements. Il y a des villages à l'intérieur de ces arrondissements. Et il y a la diaspora. Il y a la diaspora également. Il faut faire le tour du monde parce que les Camerounais sont partout dans le monde entier. Et il faudrait vraiment que l'opposition se mette ensemble dans une sorte de covoiturage politique parce qu'un seul parti, que ce soit le MRC, que ce soit les réformateurs, que ce soit le SDF, un seul parti ne peut pas. Il faut se mettre ensemble et dégager un candidat unique qui va affronter le candidat du... Mais Cyril, vous suivez l'actualité. Vous voyez ce qui se passe entre les partis politiques, notamment ceux qui sont considérés comme les gros. C'est la bataille. On se tire à balles réelles dessus. Les uns veulent discréditer l'autre. Il y a tout ce qui se passe autour et qui semble ne pas aller vers la désignation d'un candidat unique. Oui, ça fait le jeu du pouvoir, Ils font le jeu du pouvoir parce que ce n'est pas ce qu'on attend de l'opposition. On attend vraiment des partis sérieux, capables de retenir leurs égos à l'intérieur de leur parti et de dire, bon, voilà un leader politique, il a plus de charisme, il a plus de notoriété, on peut faire avec lui parce que nous voulons un changement. Si ce n'est pas le cas, je crois que le leader, le candidat naturel du RDPC aura encore 7 ans. D'accord. C'est quoi maintenant, après cette première étape, ces propositions qui ont été faites, c'est quoi la prochaine étape? Bon, d'abord, je pense que le travail qu'il a fait va se poursuivre. Parce qu'il faut évidemment élargir la plateforme que nous sommes en train de mettre sur pied. Parce qu'on a parlé d'une coalition. Elle est primordiale si on veut gagner les élections. Mais je pense que si on ne peut pas déjà se mettre ensemble pour faire modifier le code électoral, ça sera autant difficile pour se mettre ensemble pour choisir un candidat unique. Donc nous pensons que
le groupe que nous sommes en train de mettre sur pied va s'élargir pour continuer à mettre la pression sur le RDPC pour que le code électoral soit modifié. Et je dis en passant que le code électoral modifié, c'est aussi l'assurance que on va avoir plus de gens. On a eu quand même en 2018 à peu près 50% d'abstention. Comment une élection présidentielle où il n'y a que peut-être 3 millions de Camerounais qui se déplacent pour aller aux urnes? Ce n'est pas normal. Vous dites, tout le monde se plaint que les Camerounais ne s'inscrivent pas. Mais beaucoup de gens ne s'inscrivent pas parce qu'ils n'ont pas confiance au processus, justement à cause de ce code électoral. Donc, nous allons poursuivre. Il faut mettre la pression. C'est ce que nous disons à tous les acteurs politiques. Il faut mettre la pression sur le RDPC pour qu'on modifie le code électoral. Alors, spécialement, je lis ce message qui vient de Guinée-Bissau. Ben, depuis la Guinée-Bissau, l'unique solution pour avoir l'alternance au Cameroun, c'est d'avoir un candidat unique. Et je pense également que pour avoir un parti unique de l'opposition, il va falloir que la diaspora camerounaise se réunisse autour d'une table avec tous les opposants afin de désigner le candidat de l'opposition. Sinon, tout le reste n'est qu'une distraction. Merci à vous de nous suivre du côté de la Guinée équatoriale. M. Bouba, Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, voilà. oui. Candidature unique qui revient. On a l'impression quand même que l'opposition joue les passe-passe, les passements de jambes autour de cette question. Bon, il faut reconnaître que l'UDC, c'est un parti qui a toujours œuvré pour l'unité de l'opposition. Ça, c'est depuis des lustres. Et nous restons ouverts et nous travaillons avec d'autres partis politiques parce qu'il faut le reconnaître, seul, vraiment, c'est difficile qu'un parti de l'opposition y arrive. Voilà pourquoi nous demandons à tous les Camerounais de se mettre ensemble et pour qu'ensemble, nous renversons le RDPC en 2025. Mais pour y parvenir, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Pour le moment, c'est la bataille. Pendant que nous demandons la modification du code électoral, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons dompter le RDPC. Et on va retenir cela pour la fin de ce programme, que le RDPC ne nous en veuille pas. Le représentant ne s'est pas présenté. Dans tous les cas, la nature en a profité de ce vide-là. Nous, on a rendez-vous demain pour une autre édition. Monsieur, on vous dit merci d'être venu participer à cette causerie comme tous les soirs. La dernière de la semaine, c'est demain. Et puis à 21h, on recevra Abel Elibi Lobé du mouvement Kautal qui viendra, qui est notre invité avec la demain Bible. À 21h. Vous l'invitez avec la Bible, c'est ça? Bien sûr. Alors, il parlera de cette affaire du mouvement Kautal face à l'élection présidentielle où il semble ne pas accorder des faveurs au leader de l'opposition, mais finalement, il a quelle position? Abel Elibi Lobé, ce sera demain 21h. Entre-temps, restez fidèles au programme d'Info TV, votre chaîne de télévision, comme le dit Parfait ici, qui monte et qui monte encore. Bonne soirée à tous.